La CFTC, vous le savez, est morte samedi dernier au congrès d'Issy-les-Moulineaux. La CFTC est devenue la CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail. Mais si nous sommes dans le Nord, c'est peut-être pour écrire derrière cela, la CFTC est morte, mais vive la CFTC. Faisons tout d'abord un retour en arrière. En 1791, les révolutionnaires donnent satisfaction à la bourgeoisie libérale en supprimant les corporations avec le décret d'Allard. La même année, la loi Le Chapelier proscrit le droit de grève et de coalition des métiers qui organisaient et protégeaient les travailleurs. Les syndicats sont de fait interdits. Le XIXe siècle sera marqué par une industrialisation naissante et galopante. Elle sera associée à un manque de législation sociale qui entraînera un cycle de révolte ouvrière et de répression. Dès les années 1830, 1840, il y a dans le monde catholique, en France, mais ailleurs aussi, en Allemagne par exemple, en Belgique, en Suisse, un certain nombre de réflexions sur les dégâts causés par la modernité. À la fois la modernité politique, il y a un véritable traumatisme dans la catholicité lié précisément à l'époque des révolutions, mais modernité industrielle avec la destruction des collectivités rurales et l'agglomération aux périphéries des villes de populations ouvrières qui sombrent souvent dans la misère. Alors un certain nombre de catholiques prennent en compte, au nom de ce qu'on appelle la charité, alors prennent en compte cette misère ouvrière et essayent de réfléchir aux voies qui permettraient aux ouvriers de retrouver une certaine dignité. Parmi ces militants du Christ, on trouve des acteurs comme Villeneuve-Bargemont, puis un petit peu plus tard dans l'histoire, Albert Demain par exemple, ou la Tour du Pin, qui vont créer dans les années 1870 des cercles d'ouvriers catholiques, à partir desquels on va essayer, dans la mesure du possible, de redonner dignité à ces prolétaires qui sont maintenant abandonnés par la société industrielle. C'est à partir de ces initiatives-là que les syndicats, et notamment la CFTC, dans les années 1910, 1919 exactement, vont pouvoir se constituer. Les premiers militants sont des militants qui ont été formés, les choses sont de ce point de vue très massives, par les frères des écoles chrétiennes qui agrègent autour d'elles toute une série de patronages, toute une série d'associations marquées par la spiritualité lassalienne. Cette spiritualité qui, en effet, s'occupe essentiellement des déshérités, qui prend en charge le dénuement, non pas avec l'idée de faire de chacun un bourgeois matérialiste, mais de sortir l'individu de sa situation aliénée pour en faire un être debout. Et c'est autour précisément de cette spiritualité et de ces dispositifs pratiques qui accompagnent la spiritualité que vont se constituer les premiers syndicats. Il est tout à fait frappant de voir que les premières générations, au tout début du syndicalisme chrétien, à Paris en tout cas, se trouvent être formés par la matrice des frères des écoles chrétiennes qui vont accompagner le mouvement jusque dans les années 1920. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, il y a une partie du catholicisme qui n'accepte pas ce qui va arriver avec la doctrine sociale de l'Église. On a des courants, y compris en France, un certain nombre d'évêques, il faut bien le dire, qui disent « non, nous, l'État ne doit pas intervenir du tout ». Des gens qui sont très libéraux, il y a des courants catholiques, libéraux, et c'est Léon XIII qui va régler cette question en 1891 dans Rérum Novarum, parce qu'il va trancher les débats. Par exemple, est-ce qu'on est pour ou contre le syndicalisme? La question se posait. Il va trancher oui, là aussi un peu du bout des lèvres, mais il ne va pas mettre en avant le corporatisme. Est-ce que l'État doit intervenir? Oui, etc., etc. C'est un texte qui critique de façon assez virulente
la liberté économique lorsqu'elle n'est pas réglementée. On y trouve des analyses extraordinaires sur le contrat de travail. Il dit que les contrats peuvent être légaux, mais ils peuvent être en même temps injustes. Parce que dans le fond, quand on est dans un rapport d'inégalité, quand le rapport de force économique est tel qu'on ne peut pas peser sur le contrat est bien légal, effectivement, il est bien déterminé de façon légale, mais il peut être tout à fait injuste. À la fin du XIXe siècle, au nom de leur foi et de la fraternité entre les hommes à laquelle les appellent le Christ et les Écritures, les catholiques sociaux ont mis en place de nombreuses organisations capables de défendre la dignité de la personne humaine dans le souci du bien commun. En 1887 est ainsi créé le premier syndicat chrétien, le syndicat des employés du commerce et de l'industrie. À la fin des années 1900 déjà, début des années 1910, il y a des congrès qui permettent à la myriade des syndicats d'employés ou d'ouvriers chrétiens qui se sont développés depuis les années 1880 de se retrouver. Des congrès qui annoncent déjà ce qui viendra en 1919, un congrès qui permettra à l'ensemble de ces syndicats de se retrouver sous l'égide d'une organisation unique. On ne parle pas d'ailleurs à l'époque de syndicats chrétiens ou de syndicats catholiques. On parle de syndicats d'employés ou d'ouvriers catholiques, de syndicats d'employés ou d'ouvriers chrétiens. Ce sont les individus qui sont désignés à partir de leur appartenance et non pas la structure elle-même. La création d'une confédération, c'est 1919, le lendemain de la guerre et de la victoire de la France. La perspective d'une création d'une confédération internationale des syndicats chrétiens dans lequel les Allemands joueraient un rôle prépondérant et auquel il faudrait pouvoir opposer une force qui serait celle des syndicats chrétiens français. La création tardive s'explique aussi, je pense, par des divergences stratégiques, certains mettant en avant plutôt la nécessité de constituer des syndicats catholiques, d'autres plutôt des syndicats interconfessionnels, surtout avec le retour de l'Alsace-Lorraine à la France au lendemain de la guerre, d'autres visant plutôt des syndicats sans étiquette, plus professionnels, mais qui s'opposeraient à la vision de lutte des classes portée par la CGT. C'est en 1919, j'avais 20 ans, avec tout mon idéal, et nous avons écrit à Paris. Et nous avons adhéré au syndicat des employés catholiques du commerce et de l'industrie. Dans les statuts, il y avait cette référence, être catholique pratiquant. Dès le début, nous nous sommes rendus compte que la référence à la doctrine catholique était gênante pour le recrutement. Nous n'étions pas très nombreux. J'étais au congrès. Et alors, il y a eu deux tendances. Jules Zirnet avait été formé par le Sillon, mais voulait une confédération catholique. Tandis que Gaston Tessier, de formation par les frères des écoles chrétiennes, a soutenu la référence chrétienne. Et c'est elle qui a dominé. Il y avait évidemment les catholiques qui adhéraient par opposition à la CGT. La CGT a été fondée en 1895, la CFTC en 1919, et peu ou prou, tous les syndicats qui existent aujourd'hui en France, et on peut considérer qu'ils sont nombreux, découlent de l'une de ces deux branches. Donc, entre la CGT et la CFTC, nous sommes en quelque sorte des membres fondateurs du syndicalisme français. La différence entre les deux centrales tient pour beaucoup au fait que la centrale chrétienne est une centrale qui puise l'essentiel de ses ressources militantes, en tout cas dans un premier temps de son existence, dans le monde des employés, quand la CGT est très implantée dans le monde des ouvriers. Ça, c'est un premier élément de différence, mais ce n'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est un élément d'ordre idéologique et qui renvoie d'une certaine manière à la guerre des deux France. D'un côté, la CGT qui est très marquée
par l'idéologie de la lutte des classes et qui estime que c'est sur le fondement d'une pratique conflictuelle qu'on parviendra à sortir les ouvriers, sortir les salariés, sortir la classe ouvrière, comme on dit alors, de la situation d'oppression, de la situation d'exploitation où elle se trouve installée. On ne trouve pas du tout la même chose du côté de la CFTC. La CFTC, s'inspirant de Rerum Novarum, considère que la finalité même d'une société, c'est l'harmonie. Le mot revient dans le texte de Léon XIII, il est repris assez constamment dans les textes des syndicalistes chrétiens. L'idée que ce qui doit mobiliser le syndicalisme, c'est précisément d'en finir avec la lutte des classes que produit non seulement les syndicats marxistes ou anarcho-syndicalistes, mais que produit la bourgeoisie elle-même. Alors, ça c'est un point essentiel, mais qui n'empêche pas la CFTC, dans les années 1919-1930, de s'investir dans des pratiques parfois très dures de revendication, avec des grèves qui sont menées à Alvin, par exemple, qui sont menées à Saint-Chamond dans les années 1930, où l'on voit les syndicalistes de la CFTC participer à des mouvements de grève, considérant que la grève, ici, est la seule possibilité, la seule méthode pour parvenir à favoriser, à promouvoir les droits des ouvriers. Certains patrons catholiques, pas tous, ne voulaient pas de syndicalisme chrétien revendicatif dans l'entreprise. Ils pensaient que les syndicats devaient les aider contre la CGT. Alors, tout cela n'a pas plu à tout le monde. Et l'on a vu, en effet, un certain nombre de patrons construire une revendication qui ira jusqu'au Vatican, portant sur le fait que ces syndicats méritent d'être condamnés parce que, à travers leur séparation d'avec la classe patronale, ils véhiculeraient des thèses marxistes. Alors, cette idée, elle est d'autant plus forte du côté de ces patrons que, très souvent, parfois en tout cas, les syndicalistes de la CFTC s'engagent avec ceux de la CGT dans des actions communes pour faire céder le patron sur telle ou telle revendication salariale, sur telle ou telle revendication portant sur les conditions du travail à l'intérieur de l'entreprise. Mais la CFTC s'est toujours tenue à égale distance dans le fond de la révolution socialiste ou du capitalisme libéral, et dans le fond, elle a eu parfois de graves ennuis avec à la fois la bourgeoisie catholique d'un côté et à la fois avec les syndicalismes révolutionnaires. La CGT unique de 1919, puis la CGT divisée de 1921, la CGT-U d'un côté de tendance communiste et la CGT, disons, plus réformiste de Léon Jouot à partir de 1921, les deux voient avec beaucoup de défiance la création d'une nouvelle confédération jugée illégitime. C'est une raison doctrinale qui joue au sein des militants et surtout au sein des dirigeants de la CGT, cette idée que la religion qui porte la CFTC, est toujours le véhicule, au fond, d'oppression renouvelée. Et puis, il y a une raison plus pratique qui consiste à prendre en compte la maîtrise du champ syndical. L'idée que toute une population du monde des salariés, les employés, bientôt les ouvriers, va échapper à la tutelle de la CGT pour se fixer dans une autre organisation. Dans les rapports entre la CGT, historiques entre la CGT et la CFTC, il y a la question de l'approche de la lutte de classe qui n'est pas la même. Il y a une deuxième question qui est très différente, celle du rapport à l'unification ou au pluralisme syndical. La CFTC s'est toujours affirmée en faveur du pluralisme syndical, alors que la CGT a toujours affirmé la nécessité de l'unification syndicale. Et selon les périodes, on sent que l'une ou l'autre de ces positions l'emporte. C'est toujours dans les périodes où il y a unité d'action syndicale que les salariés reprennent confiance dans le syndicalisme, qu'ils se mobilisent, qu'ils obtiennent des acquis et qu'au fond, chacune des organisations présentes gagne des syndiqués nouveaux.
En 1936, la CGT s'est réunifiée depuis le mois de mars dans la foulée du Rassemblement populaire et la victoire du Front populaire, les grandes grèves de juin 1936, renforce encore l'idée que la CGT est la seule organisation représentative des travailleurs et que donc la CGT doit être représentée à Matignon lors de la réunion tripartite gouvernement, CGPF, syndicat. Le syndicat, c'est la CGT. D'autant que la CFTC ne s'est pas du tout prononcée en faveur des candidats du Front populaire, alors que la CGT fait partie des organisations du Rassemblement populaire. En 1936, il y a la réunification entre la CGT et la CGTU. À nouveau, la CGT est une grande organisation et étant très arrimée sur le principe d'unification, au fond, elle traite la CFTC avec cette ambition d'unification en se disant si je peux la marginaliser, je pourrais peut-être la phagocyter un peu mieux. On a en souvenir le fait que la CGT obtiendra que la CFTC ne puisse participer, alors même qu'elle en avait d'une certaine manière été l'inspiratrice à travers l'un de ses plans, ce qu'on a appelé le plan CFTC, parviendra à écarter la CFTC de la négociation autour des accords Matignon en 1936. Depuis les années 20, la CGT réformiste, notamment, et la CFTC avaient nombre de revendications communes. Même si politiquement, elles se sentent très différentes des organisations du Rassemblement populaire, globalement, la CFTC est satisfaite des lois sociales et des avancées sociales qui sont celles du Front populaire, notamment celles autour des conventions collectives, la reconnaissance du syndicat. Pour elle, la lutte à mener, c'est que la CFTC elle-même soit reconnue comme une organisation, on ne dit pas encore ça, mais représentative. Le profil des militants CFTC évolue entre 1919 et 1940. Au départ, la majorité des adhérents sont essentiellement des employés réunis au sein de la Fédération des employés. Les choses changent pour une bonne part en 1936, avec la participation de la CFTC aux grèves sur le tas. Il y a un recrutement qui se fait sur le lieu de travail. Et donc on a une diversification du recrutement avec des nouveaux adhérents qui ne sont pas nécessairement des catholiques pratiquants venus par les canaux paroissiaux, mais parfois des ouvriers qui refusaient d'aller à la CGT, avec aussi un poids accru de manière générale de la composante ouvrière par rapport à la composante employée à partir de 1936. Et là, ça commence à poser un certain nombre de problèmes pour les dirigeants de la CFTC. De quel côté devions-nous tomber? La question se posait en 1940. Certains sont tombés très clairement du côté de l'idéologie collaborationniste de Vichy. La CFTC y a résisté. Contrairement à d'autres catholiques sociaux, la CFTC va, dans les années 1920-1930, véhiculer un ethos démocratique, un ethos républicain, qui contribuera pour beaucoup à l'éloigner de l'expérience vichiste. L'armistice, l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Vichy, la dissolution des confédérations ouvrières et patronales, mais ce qui est visé, c'est essentiellement les confédérations ouvrières,
pousse les réformistes de la CGT et les dirigeants de la CFTC à adopter ensemble un manifeste dit des 12, 9 CGT ex-confédérés et 3 CFTC, qui rappelle, c'est assez étonnant d'ailleurs le terme de rappeler, les orientations, les principes généraux du syndicalisme français au lendemain donc de la dissolution des confédérations. La CFTC résiste au nom de la solidité d'un idéal qui n'entend pas négocier avec la liberté politique. Cela explique pourquoi elle entrera dans la résistance très rapidement contre le régime de Vichy et évidemment contre l'occupant allemand. Le Conseil national de la résistance, à partir de 1943, est une institution tout à fait originale qui rassemble à la fois des organisations, mouvements de résistance, des partis politiques et des syndicats, faisant des organisations syndicales, alors clandestines en tant que confédération, une force décisive dans la lutte pour la libération de la France et la reconstruction de la France. Sont représentés au sein du CNR à la fois les ex-CGT et les ex-CFTC. Donc ça, c'est une reconnaissance très importante pour la CFTC que sa participation au sein du CNR. Libération Sud, Libération Nord, ce sont des mouvements qui seront inspirés, portés par la CFTC. À la Libération, il va falloir réformer en profondeur les structures économiques et sociales du pays. Et l'idée que, notamment, qu'il faille favoriser la participation à la gestion des syndicats dans les entreprises de la France libérée, qu'il faille instituer une représentation beaucoup plus importante des salariés au sein de ces entreprises, qu'un certain nombre de réformes économiques et sociales, des nationalisations notamment, sont fortement défendues par la CFTC et la CGT. La CFTC ressort de la guerre dans une forme relativement, si j'ose dire, très très importante. On est dans une époque très favorable à l'essor du combat social et syndical. Ça va tourner très vite, mais on a un court moment au début des Trente Glorieuses, jusqu'aux années, jusqu'à 68 et à peu près 68, il y a un moment qui est extrêmement favorable. L'histoire de la CFTC ne peut pas être analysée à partir de la seule rupture de 1964. Il existe dans les années 1930 déjà, dans les années 1940 ensuite, et tout au long des années 1950, un rapport plus distancié à l'égard de la doctrine sociale de l'Église, qui l'inspirait sans doute très fortement au début du siècle, mais avec laquelle, à mesure que la société française se sécularise, à mesure que l'Église connaît une sécularisation interne, avec laquelle on introduit de plus en plus de jeux. La JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, qui se crée en 1927, est une association de jeunesse qui vise à évangéliser, comme on dit alors, le milieu par le milieu, à partir de laquelle la CFTC pourra recruter un certain nombre de ses militants. Les choses se passent ainsi, dans un premier temps. Le problème, c'est que la JOC et la CFTC, en tout cas au sommet, n'ont jamais entretenu des relations absolument idylliques. Et on voit bien que même si, dans les années 30, les deux structures sont en situation de collatéralité, elles commencent à se diviser sur le plan doctrinal, avec du côté de la JOC un principe qui est un principe qui sera bientôt de rapprochement avec l'idéologie dominante de la classe ouvrière, représentée soit par le socialisme, soit par le communisme, et puis de côté de la CFTC, au nom de la solidarité chrétienne, l'inscription dans la morale sociale chrétienne. De ce point de vue, l'une des causes probablement de la rupture de 1964 tient à cette différenciation des cultures qui émergent dès les années 1930 à partir de conceptions différentes de la solidarité. À 14 ans, j'étais responsable fédéral de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, et que donc j'ai appris l'engagement concret
le voir, juger, agir, c'est-à-dire ne pas se contenter de critiquer la société ou l'injustice, mais d'essayer d'analyser pourquoi il y a une injustice et de prendre sa part pour transformer cette injustice en quelque chose de positif. Donc mon acte de syndiqué a été un acte à la fois très pratique, très concret, et en même temps un acte de choix pour une organisation qui me paraissait effectivement être autonome, porteuse de valeurs de le respect de la dignité de la personne, volonté de dialogue dans l'entreprise, et c'est cette raison qui m'a conduit à choisir la CFTC. Jacques Tessier a toujours vu et dénoncé la rupture de 1964 comme s'inscrivant dans une histoire longue, avec l'adhésion à la CFTC pour la première fois d'un syndicat sans référence confessionnelle, statutairement laïque, qui est le syndicat général de l'éducation nationale lancé par Paul Vigneault. Pour ce qu'on a appelé la minorité, et notamment les groupes reconstruction autour de Vigneault et des dirigeants d'organisations ouvrières, l'idée c'est d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'expliciter l'émancipation du syndicalisme CFTC par rapport à la famille catholique. Autant du côté de reconstruction, la figure intellectuelle de Paul Vigneault domine, autant du côté du monde des militants ouvriers, de la CFTC dans ses profondeurs, pour parler comme De Gaulle, c'est la figure d'Eugène Descamps, extrêmement populaire, leader ouvrier qui domine. Il n'empêche qu'il partage avec Vigneault l'idée que la CFTC doit cesser d'être une, entre guillemets, institution chrétienne, comme on le disait à l'époque, qu'elle doit s'ouvrir très largement aux non-chrétiens, abandonner de ses références pour devenir une force syndicale qui compte notamment face à la CGT. Avant tout, il fallait peser par rapport à la CGT qui était très dominante à l'époque dans les entreprises, et l'organisation par branche professionnelle nous est apparue indispensable, qui relie depuis l'ouvrier, l'employé, le cadre, tous les salariés d'entreprise. C'est, au fond, la première approche de ce qu'on a considéré comme la minorité CFTC devenue CFDT, qui avait au fond trois grands objectifs: équilibrer, au moins équilibrer, le poids de la CGT et du Parti communiste, déconfessionnaliser la CFTC, pour qu'elle devienne CFDT, et se battre pour l'autodétermination de l'Algérie. Oh, j'allais oublier quand même, chose qui n'est pas rien, du point de vue des orientations, le socialisme démocratique. Voilà, l'ensemble, qui, comme jeune militant, voilà ce que dans les années 58, 60, même déjà un peu avant, voilà notre base d'action. Au sein de l'Église, il y avait un courant plutôt favorable à l'évolution de la CFTC en CFDT. En particulier, concrètement, les militants d'Action catholique ouvrière, qui étaient globalement plutôt favorables à l'évolution. La CFTC n'a jamais été un mouvement d'église. Il faut le rappeler ici. Ce n'est pas un mouvement d'église. Moi, je pense que l'épiscopat était beaucoup plus proche de la CFDT ou de la CGT que de la CFTC, parce que c'était un mouvement qui lui échappait. L'épiscopat français se tient très prudemment en retrait de cette histoire, où il n'y a au fond que des coups à prendre. Donc, pour les partisans du maintien de la référence, les nouveaux minoritaires, ceux qui vont constituer la CFTC maintenue, cette attitude est incompréhensible. Ce qui devait arriver arriva. À un moment donné, à force de ne plus s'entendre sur l'essentiel, le tissu se déchire. Et papa vivait ça de l'intérieur. Je sais que quand il allait au Conseil confédéral, en tout cas, c'était pour lui une épreuve. Il revenait, il était éprouvé. Il était démoli parce qu'il savait, il sentait, il assistait à une entreprise de démolition de la CFTC. On ne peut pas penser à la vie de Joseph Sauty sans penser à la grande grève des mineurs. La grève des mineurs de 63, elle a quand même duré 6 semaines, menée de bout en bout, on peut le dire, par la CFTC qui avait décrété une grève illimitée, pendant que la CGT faisait penser 48 heures. Bon.
Le général de Gaulle a menacé de faire de la réquisition. Il a bien dû reprendre ses billes parce que la détermination était telle qu'on aurait eu des blessures peut-être. Hein. Quand on dit Joseph Sauty, c'est l'équipe des militants, il ne concevait pas l'action autrement, mais il est devenu un porte-parole. Puis il est devenu une image parce que c'était vraiment le gars du Nord avec son béret et puis le visage buriné du travailleur qui sait de quoi il parle. Sauty a considéré que ce n'était pas un chef d'État, aussi prestigieux soit-il, un responsable politique, de dire s'il fallait reprendre au travail, que ça c'était l'affaire des syndicats. Et que dans le contexte actuel, Joseph Sauty, je n'accepte pas cet ordre de réquisition, je résiste au général. Il fallait le faire quand même. Hein. C'était à la fois une preuve de lucidité, de compréhension du mouvement populaire, un signe de courage indiscutable, et puis ça donnait l'image d'un syndicalisme totalement autonome. Il faut dire que pendant la grève, les représentants, les tenants du changement, y compris Eugène Descamps, qui était là secrétaire général, ne se sont pas occupés déjà, la tension était telle qu'ils ont dit, les mineurs, on les laisse, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, rien, aucun soutien, rien du tout, pas d'appel téléphonique, pas de... Hein, ils se voyaient pratiquement même plus dans les couloirs. Je pense qu'à l'époque, il y avait déjà une suspicion que les mineurs allaient être les empêcheurs de tourner en rond par rapport à ce qui se profilait à l'horizon. Au Palais des Sports, 3000 délégués ont participé au congrès extraordinaire de la CFTC. Elle est devenue la Confédération française et démocratique du travail. Les partisans à toute référence chrétienne ont défendu leur position, mais une large majorité s'est dégagée pour soutenir les intérêts des travailleurs au sein d'une société d'hommes libres et responsables. La parole est au secrétaire général. Mes chers camarades, ce n'est pas sans une appréhension que le rapporteur est amené ce matin à vous présenter le dossier évolution de la Confédération. Au cours du congrès, tout le discours de Descamps a été d'inscrire cette transformation dans l'histoire même de la CFTC, avec des références explicites à Zirneld, à Tessier, etc. Donc la CFTC se continue dans la CFDT. De même, aussi bien dans le rapport du congrès, rapport préparatoire, que dans le discours de Descamps, il y a des références explicitement chrétiennes. Il s'agit vraiment de rassurer. S'agit-il de renoncer aux valeurs chrétiennes, de nier l'apport du christianisme à l'humanité? Certes pas. Et nous serions malvenus de le faire, nous qui, pour un certain nombre, sommes depuis 25 ou 30 ans des militants qui n'avons jamais caché leurs sentiments, leur foi. C'est à la fois un refus d'ordre religieux, de conscience, mais aussi un rejet d'ordre politique, parce que Tessier le dit explicitement, si on accepte cet abandon, on perd toute boussole et on se laissera nécessairement entraîner par le courant majoritaire du mouvement ouvrier français qui est le marxisme. Donc il est clair qu'il y aura refus, donc scission. Et effectivement, cette scission est préparée, en tout cas elle est sûre dans les mois qui précèdent le congrès. Le résultat, on le connaît. Ce qu'on ne connaît pas, c'est véritablement quelle sera l'ampleur de cette scission. Et moi, on m'a demandé de participer à ce congrès parce que j'étais un gentil garçon. Tout le monde savait que j'étais croyant, tout le monde savait également que j'étais un ancien de la JOC. Et donc on m'a emmené en disant, bon Jean, il n'y a pas de problème, il restera fidèle à la CFTC. Et moi je débarque donc au congrès et j'entends les débats. Alors il y avait bien sûr dans certaines interventions des excès, mais fondamentalement ce débat était d'une très grande richesse. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de construire un syndicalisme qui soit capable de réunir tous les hommes, toutes les femmes, indépendamment de leurs croyances philosophiques, religieuses, politiques, pour construire un grand mouvement syndical démocratique et national? Vote sur la résolution générale. Inscrit 20 599. Blanc 26. Abstention 2. Nul
30. Pour 14 198, soit 70,11%. Contre 6 051, soit 29,89%. Merci. La résolution générale est donc adoptée. J'étais vraiment passionné par ce congrès et le premier acte que j'ai posé, c'est quand il y a eu la proclamation des résultats du congrès, tous les minoritaires, donc les partisans de la CFTC, se sont levés et ont quitté le congrès. Et le permanent me dit, Jean, on part. Et moi je dis, je ne partirai pas. Parce que le congrès n'est pas terminé. Je suis mandaté pour participer à un congrès. Il y a le président Bouladou qui doit prendre la parole. Je resterai jusqu'au bout pour pouvoir... Film, j'ai vu qu'une partie, mais bon, c'est très bien dans le fond, parce que je ne savais pas quoi faire ce soir. C'est très gênant. C'est très gênant pour moi, parce que bon, j'ai été d'abord militant, délégué syndical, puis 20 ans à la Confédération. Donc c'est vrai que ça fait de nombreuses années, des décennies, et que je me retrouve en partie dans le film. Et puis, c'est très intéressant, parce que ça va me permettre de m'interroger sur certaines choses qui sont dites, notamment les contradictions. Ce qui fait que je vous propose de réfléchir en 3 parties, à partir du passé, quand même, il faut revenir. Je ne vais pas refaire ce qui est là, vous inquiétez pas. Et m'interroger sur ce que pourrait être, à travers ces thèmes-là, un avenir, s'il est possible. J'avoue que je le dis carrément, hein, ça vaut mieux, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Je suis assez pessimiste, ou plutôt réaliste, comme on dit. Il y a beaucoup de questions qui sont, dans ce qu'on vient de voir, qui, à mon avis, ne sont pas résolues. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui pourraient nous convaincre que, dans le fond, il va y avoir quand même un avenir. Alors, j'ai pris 3 thèmes, parce que c'est très important. Le premier, c'est l'identité. Le fameux C, parce que cette question du fameux C m'a toujours tulipiner. Je ne crois pas que ça soit si simple que ça, le débat qu'on a autour du C. On le voit un petit peu là-dedans, très bien, d'ailleurs. La question des hommes... on n'a pas vu l'extrait, mais ça me paraît très important, à savoir que la CFTC s'inscrit dans une mouvance, et on retrouvera ça au début de la CFDT, je regrette de le dire, une mouvance qui a fait de l'éducation des hommes ouvrières, on dit quelquefois un syndicat éducateur, je crois que c'est tout à fait juste. Et quand je suis arrivé à la Confédération en 88, j'ai rencontré des ouvriers extraordinaires qui sortaient de ce moule et qui discutaient pied à pied avec des patrons dans les commissions du plan, quand il y avait encore une commission, des commissions du plan, magnifique. Et puis peut-être un 3e point qui est plus douloureux, qui est la stratégie. C'est-à-dire, dans le fond, est-ce que nous n'avons pas, la réponse va dans la question, mais c'est un peu une question, une ouverte, comment dirais-je, un questionnement fermé, comme on dit. Est-ce que nous n'aurons pas, quelque part, d'une certaine façon, raté un certain nombre de tournants politiques et stratégiques. D'ailleurs, dans ce qui est dit dans le film, il y en a, à mon avis, qu'on a déjà aussi relativement raté. Je reviendrai sur 64 parce que tout ce qui a été dit était juste, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas dites, qui sont à mon avis très intéressantes. Alors, d'abord l'identité, pour mettre les pieds dans le plat, l'identité chrétienne, le fameux C, le problème n'est pas le C, et d'ailleurs je pense que en 64, c'est pas tellement le problème du C qui a été posé, j'en parlerai tout à l'heure, bien sûr. Évidemment, c'est ce qu'on a dit, mais je crois que derrière, il y avait autre chose. Il y avait la vie politique française de l'époque. Il y avait des repositionnements idéologiques, notamment sur la question du socialisme, qui, à mon avis, a été aussi importante, sinon plus. Alors, l'identité, le C. La confessionnalisation ou pas. Je vais commencer par là, parce que, à mon avis, c'est à la fois un vrai débat et un faux débat. C'est très intéressant, parce qu'en fait, le fond du problème, je le dis tout à l'heure, c'est trop court. Le fond du débat pour la CFTC au début, c'est extrêmement simple. Alors, bien sûr, contre les rouges, les marxistes, les narco-syndicalistes, les vilains de la CGT, bon, tout à fait, d'accord, ok. Mais le gros problème pour la CFTC a moins été cette question-là que la question de la bourgeoisie catholique. Moi, je tiens... Alors là, je pense que c'est très important. D'abord parce qu'une partie de cette bourgeoisie, très peu de bourgeois catholiques de l'époque, se voulaient sociaux. Même parmi ceux qui étaient sociaux, il y avait un paternalisme, pourquoi pas, je n'ai rien contre le paternalisme. Comment ? C'était mieux qu'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée même qu'il puisse y avoir une organisation syndicale chrétienne faisait partie d'un impensé total.
Et ça, c'est vraiment un vrai problème. Et d'ailleurs, quand le premier syndicat, le C6, se crée, je crois son premier congrès, 1887-88, je ne sais plus, c'est assez curieux. J'ai trouvé ça dans un texte de Berlandier, qui est passé par la CFTC, avant de rejoindre la CFDT, qui a fait une histoire de la CFTC. Il raconte ce congrès où on dit, oh là là, il y a un premier syndicat des employés qui tient son... Est-ce qu'on va pas faire un comité directeur de notables et de vrais catholiques qui vont contrôler un peu, etc. Et là, il s'est posé une question au congrès, la réponse a été, on n'a pas à avoir de comité de notables qui nous dit ce qu'on veut faire. Et il dit très bien dans le livre, ça m'a amusé, de ce moment-là, il n'y a pas de confessionnalisation, c'était plutôt la déconfessionnalisation. C'est excessif, c'est une image, mais ce n'est pas complètement faux. C'est un problème récurrent qui va durer tout au long des années 20. Il y a un événement important qui est l'affaire de 1924 avec Eugène Maton, qui était le président d'un consortium textile du Nord, et qui a fait appel à la papauté pour lui demander de condamner les syndicats chrétiens. Alors, il faut dire que tous ces gens-là, déjà, le mot de syndicalisme chrétien, il y a syndicalisme dedans. Donc, déjà, bon... C'est un vieux débat avec les catholiques sociaux qui n'imaginent pas un syndicalisme. Ce n'est pas une critique de ma part contre ces gens-là. Mais imaginez plutôt une action législative, une action caritative. Mais l'idée qu'il y ait une action, comme on dit aujourd'hui, des masses, entre guillemets, était quelque chose qui, à mon avis, leur échappait un peu. Sans doute en fonction comment dirais-je, de quelque chose venu de la Révolution française. Sans doute en fonction, il faut quand même reconnaître que toutes ces histoires-là ont été surdéterminées par un débat qui a été clos par l'Église avec le ralliement, mais pendant très longtemps, il y avait monarchie-république. On le sait. Et donc ça venait surdéterminer des débats sociaux. C'est quelque chose qu'on a oublié complètement aujourd'hui. C'est évidemment totalement terminé, bien heureusement, si j'ose dire. Et donc, je ferme cette parenthèse. Et donc, il va, je crois que c'était Pie XI à l'époque, il lui dit il faut condamner ces syndicats chrétiens qui sont des syndicalistes, qui font n'importe quoi. Et même parfois, ça a été raconté dans certaines grèves, rejoignent les rouges, voilà. Et donc, le pape a réfléchi, je crois, 4 ans, c'était Pie XI. Alors, Pie XI, c'est génial, parce que Pie XI est toujours traité dans toutes les histoires, c'est un ultra-réactionnaire, c'est un anticommuniste, c'est un type absolument épouvantable. Et Pie XI répond que les syndicats chrétiens ont le droit d'exister, et surtout de s'allier avec qui ils veulent, à condition qu'ils ne remettent pas en cause leur vision du monde. Pour moi, c'est un tournant, c'est 1929. C'est 1929, et là, évidemment, bon... à partir de ce moment-là, si j'ose dire, on est obligé de prendre, comment dirais-je, en compte ce qu'est la CFTC. Et donc là, il y a toujours le C, bien entendu, mais le C va être compris. Ça a été dit un tout petit peu, mais c'est très intéressant. Le C n'est plus pris comme une marque de fabrique repliée sur elle-même, si j'ose dire, mais il est pris comme un moyen d'avancer une certaine vision du monde, qui n'est absolument pas cachée, mais qui est ouverte à tout le monde, et notamment avec un recrutement, ça a été très bien dit, un recrutement qui s'élargit, qui passe notamment de beaucoup d'employés, des femmes, je parlais des femmes CFTC tout à l'heure, c'est très important, qui passe surtout d'une main-d'œuvre féminine, petites employées, à une main-d'œuvre plus ouvrière et plus masculine. Alors pourquoi je parle de ça, sur ce point historique ? C'est extrêmement important parce que c'est en gros toujours la même chose aujourd'hui. J'exagère un peu, mais c'est en gros toujours la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire, pour avoir rencontré dans des négociations les patrons chrétiens, enfin, je ne sais plus si aujourd'hui il y a un mouvement qui s'appelle patrons chrétiens, c'est le MCC, je crois. C'est les dirigeants. Les EDC. Dirigeants. Avant, il y avait un CFPC, un patron chrétien. Maintenant, il n'y en a plus. Ils disent dirigeants. C'est en même temps avec les cadres, enfin bon, etc. Et finalement, il y a toujours un peu le même problème. Il y a une grande réticence à avoir un syndicat qui, dans le fond, se tient sur une ligne de crête, qui refuse de céder à certaines surenchères, on va dire gauchistes, si j'ose dire, et de l'autre côté, qui refuse d'être allié dans le cadre d'une organisation d'église, c'est ce que je dis tout à l'heure. C'est pas un mouvement d'église, et moi je m'en réjouis, totalement, personnellement, je m'en réjouis, voilà. Et donc, ce qui n'empêche pas certains mouvements d'église, d'ailleurs, d'être peu cornaqués par l'église, parce qu'il y a des fameux EDC écrivent des choses dans leurs journaux qui sont absolument extraordinaires et qui, à mon avis, ne peut pas soutenir l'église. Hein. Bon, je dis ça comme ça en passant, c'est pas méchant. Voilà. Donc, c'est très bien, mais ça veut dire aussi qu'il y a toujours une certaine forme de réticence. Et j'ajoute, mais c'est pareil, c'est pas polémique, quand il y a eu un renouveau, un certain type de renouveau, disons, dans les années 90, 95, autour notamment des communautés charismatiques, bon, dont certaines, par certains de nos dirigeants étaient présentes,
il y a eu ce problème qui s'est reposé. J'ai été invité une fois à Paray-le-Monial, je donne cet exemple parce qu'il faut donner des exemples. Je me souviens très bien, je revenais d'ailleurs d'Angers, dans une session d'Angers, n'est-ce pas? Et le soir, j'étais accueilli par une charmante famille bourgeoise, n'est-ce pas? Et j'étais à peine assis, qu'elle m'a dit, vous n'allez pas soutenir les 35 heures. Et tous ces fonctionnaires. Et toute la soirée était comme ça. Il y avait un brave curé d'origine belge, je ne sais pas pourquoi, qui m'a défendu, mais j'étais à peine assis, j'étais agressé. Bon. Et le débat qui avait Paray-le-Monial, le 1er mai, c'était la confiance. Et le monsieur voulait que je dise que la confiance, c'était la confiance dans le patronat, dans les employés, d'une certaine manière. C'est ça qu'il voulait que je dise à la tribune. Il était un petit peu déçu, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, je dis ça, c'est absolument pas méchant. Ils ont le droit de penser ça me choque absolument pas. Mais je retrouvais là le soir, dans ce quartier un peu bourgeois, je retrouvais là, parce qu'il m'avait dit, je vous explique ce qu'on va faire, etc. Moi, je viens, je retrouve là, dans le fond, ce qu'on retrouve dans les textes de Bernanous, quand dans un certain nombre de textes, je ne sais pas, c'est le journal de curé de campagne, je l'avais déjà raconté, je crois, ici, mais il y a très longtemps, je crois que c'est dans le journal de curé de campagne, il y a des types qui assistent à une messe, et le curé parle de Baronne, mais il y a un paroissien qui se penche et qui dit « Encore un rouge, le curé », quoi, voilà. Donc je vais dire, non mais ça note, ça dénote. À mon avis, c'est pas complètement terminé. J'en suis absolument persuadé. Et un certain nombre de manœuvres qui ont lieu aujourd'hui autour du pape François. Je mets de côté l'ordination des prêtres. C'est un débat qui d'ailleurs m'intéresse pas beaucoup, d'ailleurs personnellement. Je mets de côté toutes ces histoires sur l'écologie. Mais dans le fond, on sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de sommités ecclésiastiques américaines, notamment, qui ont des positions assez extraordinaires, puisque très ultralibérales. Il faut le savoir. Il faut savoir qu'il y a un théoricien qui s'appelle Michael Novak, dont on n'entend plus beaucoup parler, mais qui a écrit à une certaine époque, en gros, mais il y a des catholiques américains qui disent ça, j'espère qu'ils ne sont pas majoritaires. Dans le fond, les évangiles, c'est la charte du capitalisme. Je sais que ça paraît incroyable, mais je l'ai eu. C'est la charte du capitalisme. Donc, cette question-là de l'identité, elle est toujours présente. Elle est présente à un deuxième niveau, c'est la façon dont on l'exprime. Alors c'est pareil, je pourrais être très polémique, j'ai trouvé ça dans mes mémoires, j'ai plein d'anecdotes comme ça en ce moment, je ne voudrais pas en raconter trop, mais quand même dans le syndicalisme chrétien, ou bien on en parlait de façon évasive, parce que l'humaniste c'est très bien, mais qui n'est pas humaniste. Bon, le bien commun, beaucoup de gens en parlent du bien commun, notamment aujourd'hui, on ne le définit jamais. Voilà, pour les autres, regardez, vous savez, le discours qu'on a tous les soirs à la télé, le moralisme dégoulinant, l'autre, bah oui, bon, d'accord, mais c'est pas la peine de la CFTC pour dire ça. Donc, combien on a un discours évanescent qui, dans le fond, est très, très gentillet, je veux dire, très boy scout, j'ai rien contre les boy scouts, je précise, mais très boy scout, bon, voilà, la BA, soit on a un discours, je l'ai entendu, une anecdote encore en passant, je la raconte parce qu'elle est très révélatrice. J'étais avec une cinéaste qui devait faire un film, sur la CFTC. Non, puis on va dans le bureau d'un de nos dirigeants, je ne dirai pas lequel, peu importe. Si jamais il voit la cassette, il va se reconnaître. Et elle lui demande, elle dit, qu'est-ce que c'est que la CFTC? Et alors, il ouvre un tiroir, il sort son Tino-Sanius, il le pose, il dit c'est ça. Ça l'a laissé dans la bille de perplexité. On est ressorti, elle m'a dit, bon, oui, mais après, quoi. Je veux dire, moi aussi, j'ai écrit des livres là-dessus. Mais c'était des livres d'intello, si j'ose dire, sur les concepts. Mais pour un syndicaliste, dire je sors une encyclique et c'est ça notre doctrine, c'est un peu compliqué. Il aurait pu lui dire à partir de l'encyclique, je réfléchis par exemple sur ce qui est du marché, ce qui ne l'est pas, ce qui est dans le texte. Ça aurait été intéressant. Non. Donc elle est sortie, le film n'a jamais eu lieu d'ailleurs, évidemment, parce que bien entendu, ça l'a mis dans un drôle d'autre état, alors qu'elle était tout à fait bien disposée. Voilà. Et pour dire aussi qu'il y a ce balancement, cette oscillation perpétuelle entre des valeurs très gentilles, sympathiques, tout le monde est d'accord, et moi je suis d'accord avec ça, la dignité, très bien, on est tous d'accord, le respect des gens, mais, et puis le fait que pour certains, on se replie sur une doctrine un peu, non pas fermée sur elle-même, mais qui est une doctrine qui, bien sûr, ne nous dit pas grand-chose directement dans la vie quotidienne. Donc le problème de l'identité se pose toujours, et il se pose troisièmement encore plus aujourd'hui avec nous, parce que dans le fond, vous aurez remarqué comme moi, je le disais un peu violemment, parce que je suis très agacé par ça, vous avez remarqué qu'il y a un discours dominant dans les médias qui est un discours, comment dirais-je, un peu le discours dont je viens de parler à l'instant. Je disais un peu un moralisme niais qui dégouline tout le temps. Vous avez remarqué qu'on est tous gentils les uns avec les autres, on est tous contents, et puis il y a toujours un bon patron, un bon syndicaliste qui fait une action, alors on ramasse des papiers dans la rue,
Vous voyez toute cette espèce de je dirais un peu la rhétorique Greta Thunberg, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, la dignité, par exemple, mais ça devrait nous profiter. Ça devrait nous profiter. Dans le fond, c'est un discours, si nous le prenons au premier degré, si nous l'écoutons, on dit, ben c'est le nôtre. Sauf qu'il est tellement bizarre que personne ne fait de lien. Et sauf qu'en plus, ceux qui participent à ça, parfois, ceux qui sont chrétiens ou cathos, finalement ne mettent pas trop en avant. Donc ça me pose un vrai problème, c'est-à-dire qu'il faudrait, premier point, si on veut que ça survive, il faut réaffirmer son identité, garder le C, bien entendu, mais dire ce qu'on met dessous, dire que c'est expliquer ce qu'il y a dessous, idéologiquement, concrètement, et dire, je le dirai tout à l'heure pour la stratégie, mettre derrière tout ça aussi un certain nombre de revendications. On a dit tout à l'heure que la CFTC, ça c'était très intéressant, et c'est vrai, dans le fond on s'était retrouvé dans la revendication du Front populaire. Elle a, même si elle a été éjectée des négociations des accords Matignon, elle a ensuite, dans les entreprises, très rapidement après, négocié avec les autres les conventions collectives, qui existaient depuis 1919 d'ailleurs, mais qui ont été étendues. Et donc, elle a soutenu ce mouvement. Mais il y a une chose, par contre, qui est très curieuse avec le Front populaire, et qui a échoué totalement. C'est très curieux quand on regarde ça. Très peu de réformes structurelles. Très peu. Il y a eu quelques nationalisations, mais très peu. Et la question que la CFTC mettait notamment au premier plan dans son plan, si j'ose dire, en 1936, et qui est toujours fondamentale, c'est celle des réformes de structure. Alors, pas celles que veulent les libéraux, j'en parlerai tout à l'heure, bien entendu, mais notamment le problème de l'entreprise. Et ça, c'est un vrai débat. Il y a toujours une tension à la CFTC, au nom de ses valeurs, entre le réformisme au quotidien et le réformisme radical. Le réformisme au quotidien, dans le fond, c'est ce que Bourdieu appelle la critique sociale, c'est-à-dire augmenter les salaires, de bonnes retraites. Enfin, je ne dis pas que c'est important, c'est très très important. C'est la première action que vous faites quand vous êtes un militant dans un syndicat. La première chose que vous faites, c'est ça. Mais il y avait le deuxième aspect, qui est préparer le changement de société. Voilà. Et le plan de la CFTC de 1936, si certains le lisent, il y a toute une série, il y a toute une refondation, dans le fond, de la société économique de l'époque, avec des choses qui peuvent d'ailleurs être dites encore aujourd'hui, notamment sur la question, c'est pas le terme, mais de la suggestion au travail, ce que j'appelle, j'en parle à un moment donné, quand j'avais été interviewé, sur l'aliénation. C'est-à-dire, cette question est déjà présente, et elle n'était pas tellement présente pendant le Front populaire. C'est assez amusant. Le Front populaire a des réformes de critique sociale. Et la fameuse critique artiste, c'est-à-dire la critique de l'homme dans l'entreprise et de son aliénation par le travail, qui est un grand thème de la pensée sociale chrétienne, excusez-moi, mais le thème principal, c'est qu'est-ce que le travail et à quoi ça nous sert. Comme disait Ellul dans un livre que je trouve très bon, qui s'appelle « Pour qui, pourquoi travaillons-nous » Or, cette question n'a pas été posée fondamentalement au moment du Front populaire. Pour qui, pourquoi travaillons-nous? C'était surtout des revendications matérielles justifiées à 100%, c'est pas la question. Voilà, donc ça c'est le premier point. Il faut qu'on se mette au clair sur notre identité. La deuxième chose, qui là, alors là je trouve fascinante, c'est, comment dire, la question des hommes. C'est-à-dire, dans le fond, là, il y a typiquement quelque chose du syndicalisme chrétien qui existe moins, ça existait un peu, il faut exagérer, du côté de la CGT, c'est, dans le fond, comme c'était un syndicaliste réformiste, comme il s'est heurté à des gens qui attendaient tous les 1er mai le grand soir, ou les petits matins, si j'ose dire, et que Paris était, pendant des années, Paris était, l'armée était dans les rues, les types à cheval, et que, bon, comme toute la chronique raconte à l'époque, le 1er mai, on se demandait si toutes les têtes de bourgeois n'avaient pas roulé, hein, donc ça a duré de longues années, pratiquement jusqu'à la guerre. Après, ça a été un petit peu différent après la guerre, mais c'est tout. Quand on lit l'histoire sociale, c'est fascinant. Et donc, évidemment, la CFTC, face à ça, avait une petite tendance à mettre l'accent sur un peu autre chose, tout en se gardant, effectivement, de jouer les briseurs de grève. Parce que là, je ne l'ai pas dit non plus, mais il y a eu une propagande de la CGT, quand même, vraiment, d'une violence inouïe. Les jaunes, quoi. Hein. Bon, les jaunes. D'ailleurs, entre parenthèses, je fais une petite parenthèse, puisque j'ai un copain qui a écrit un texte sur les jaunes. Les jaunes, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a dit. Évidemment, en collaboration avec le patronat, etc. Mais les courants jaunes, qui ont été à une certaine époque assez importants,
Bon, voilà, si on veut vraiment être un peu historien jusqu'au bout, c'est un peu plus compliqué, il y a des choses, parce qu'ils soutenaient parfois des thèses qui pourraient sembler étonnantes aujourd'hui. Mais la CFTC n'a jamais été un syndicat jaune. Jamais, jamais. L'anecdote de tout à l'heure, de 1924, que j'ai raconté, Le Monde, elle ne l'a jamais voulu, mais évidemment, il fallait qu'elle tienne une ligne de crête. Alors, elle a mis l'accent, plus que les autres, sur la formation syndicale, la formation humaine, quelque chose de très important, notamment avec les syndicats féminins. Tant et si bien, quand on lit des histoires de la CFTC, j'ai trouvé une histoire de syndicaliste français, je n'avais pas lu, j'avais ça chez moi, et deux universitaires distingués qui ont écrit un bouquin, je ne sais pas si je l'ai là, je ne l'ai pas là, mais c'est pas grave, et qui racontent bien que la marque de fabrique du syndicalisme chrétien, ils ne parlent pas de la CFDT, mais j'en parlerai tout de suite, ça a été, dans le fond, le syndicat comme éducateur intégral. Je ne peux pas trouver d'autres termes. Créer un homme, alors j'allais dire nouveau, entre guillemets, un homme nouveau, en quelque sorte, par le biais du syndicalisme, qui s'accomplit dans le syndicalisme et la cité. Donc, ouais, un militant complet, on va dire, militant complet, qui est à la fois quelqu'un qui va travailler avec les autres, alors, cours d'alphabétisation, cours du soir, c'est très, très impressionnant, les femmes faisaient des cours d'anglais, les petites employées faisaient des cours d'anglais. Bon, c'est étonnant. Il y avait une école sociale normale qui a été créée, je trouve ça intéressant, c'est pas une école des cadres, c'est une école sociale normale, notamment avec des femmes, et on apprenait aux gens, on les plaçait contre le chômage, ça c'est les autres qui le faisaient aussi, mais à la création d'un nouveau, et effectivement, alors là c'est la période la plus mystique, il y a un côté mystique ouvrière chrétienne, puisque certaines des femmes dont je vais parler maintenant étaient considérées comme des... Certaines ont été appelées des apôtres sociales. Je pense à une certaine femme qui s'appelait Maria Bardot, qui, quand elle est disparue, a été vue comme une espèce, non pas de sainte, mais une apôtre sociale. On en trouvera d'autres après, mais qui ne sont pas des syndiqués. On en trouvera d'autres dans les années 50. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que Madeleine Delbrel n'était pas syndiquée. Il faudrait vérifier, mais je ne crois pas. Donc voilà. Et là, ce sont des femmes syndiquées. Et là, ça m'amène au problème des femmes. Ça, c'est fascinant. C'est-à-dire, les premiers grands syndicats CFTC, ce sont des femmes, des très petites employées généralement. Elles ont des syndicats non mixtes. Alors ça, à mon avis, c'est le catholicisme de l'époque. À mon avis, il ne fallait pas qu'elles soient avec les mecs, à mon avis. Un syndicat non mixte. Mais alors, le résultat de ces syndicats non mixtes, c'est que certains auteurs, alors bon, je ne vais pas jusque-là, parce que peut-être que c'est un peu... Enfin, c'est intéressant. On parlait d'un féminisme chrétien, né grâce à la CFTC. Je ne sais pas si Maryse Dumas n'en parle pas un peu tout à l'heure. Ah, il me semblait bien. Maryse Dumas en parle un tout petit peu. Ça, c'est amusant de la part de Maryse Dumas. C'est assez curieux. Beaucoup de femmes, donc, entre elles, j'ajoute un truc, alors là, ça m'a toujours fait rire, célibataires, majoritairement, et certaines d'entre elles disant, alors ça, moi, ça me choque un peu, mais enfin, c'est leur problème, c'était leur problème, disant, puisque nous sommes des syndicalistes, on ne se mariera pas, on n'aura pas d'enfants, parce que dans le fond, il y a un côté quand même assez curieux, parce que sinon on ne pourrait pas être engagé dans le combat qu'on mène. Et donc, qu'est-ce que ça a provoqué? Et les braves dirigeants CFTC de l'époque étaient quand même tous des mecs, en général, quand même, évidemment, se sont dit, on va les garder, tout ça. Ça a provoqué une ébullition qui a amené un changement en 1930, ça c'est assez amusant, à savoir que jusqu'en 1930, dans le fond, le rôle des femmes, il est quand même plutôt au foyer. Et pas uniquement pour les cathos. Souvenez-vous des affiches de la CGT. Souvenez-vous des affiches de la CGT contre l'alcoolisme alcoolique. Contre l'alcoolisme ouvrier, pardon. On voit un type complètement bourré qui rentre chez lui, comme ça, qui titube. Et qu'est-ce qui l'attend sur le pas de la porte? Des enfants et la femme. Qui est l'ange du foyer, qui, elle, évidemment, n'est pas alcoolique, etc. Et donc, on trouve des affiches CGT qui sont les mêmes. Celles des 8 heures, les affiches CGT pour les 8 heures, pendant très longtemps, c'est la femme qui est plutôt quand même au foyer, c'est le type qui ramène la paye, donc c'est la raison pour laquelle il faut que la paye ouvrière soit extrêmement élevée, si j'ose dire. C'était assez comme ça à la CFTC aussi, et puis en 1930, au moment même où il y a des crises, parce que quand il y avait des crises, une petite incise, on disait c'est mieux que les femmes restent à la maison, parce qu'il n'y a pas de travail. Et donc, ben oui, et en 1930 on dit non, c'est pas une raison pour que les femmes ne travaillent pas. Ça a été une immense révolution. Et donc, moi, j'ai un peu de... c'est vrai que sympathie. Alors, on parle beaucoup à la CFTC de Marie-Louise
Rochebillard, mais il y en a d'autres qui sont très peu connus. Moi, Maria Bardot, j'ai lu un article absolument, il y a 20 ans, dans une revue Impossible, qui racontait comment cette femme, d'ailleurs, elle aurait fait un peu c'était une égérie, si vous voulez, un peu sulfureuse, qui avait sans doute une vie personnelle un peu sulfureuse, mais enfin, bon, ils l'ont acceptée, et elle a eu un rôle extrêmement important, notamment de formatrice. Ça me paraît intéressant. Et alors, ce que je vais dire après peut paraître curieux, c'est une matrice du syndicalisme chrétien qui continue avec la première CFDT. Dans le fond, et là on pourrait prendre des noms qui peuvent paraître curieux, dans le fond, Jacques Delors a été par exemple au bureau d'études de la CFTC avant 1964. Bon, alors vous allez me dire, Jacques Delors, d'accord, mais peu importe, on pourra en prendre d'autres. Quand la première CFDT se met en place, la première CFDT, dans un premier temps, on le voyait tout à l'heure dans le film avec Eugène Descamps. Alors on dit Eugène Descamps, il essaye de... Oui, mais je pense qu'il n'était pas loin du christianisme lui-même. Edmond Maire était d'une famille de catholiques extrêmement rigide. Edmond Maire l'a raconté à plusieurs reprises, et qui l'ont éduqué fermement. Edmond Maire était d'une famille de catholiques, alors je ne dirais pas traditionnaliste, hein, mais voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à la première CFDT ? Il y a eu... avec les intellectuels de la CFDT, qu'aurait pu, si la CFDT était restée sans doute avec la CFDT, on a eu cette suite intellectuelle et cette suite de formation. Moi, j'ai un souvenir de jeunes journalistes qui étaient rue Cadet à la fin des années 70, et la CFDT était au square Montelon, et moi j'allais quelquefois le midi, voilà, pique-niquer, j'allais à la boutique CFDT, excusez-moi. Et donc, là, on trouvait tous les jours des analyses, tous les jours des textes, etc. Et ils avaient de très grands intellectuels organiques, comme dirait Gramsci, qui ont mal tourné. Bien sûr, le camarade Pierre Rosanvallon, il a mal tourné. Mais enfin, à l'époque, il écrit quoi ? Il écrit l'autogestion, le nouvel âge de l'autogestion. Et le nouvel âge de l'autogestion, un syndicaliste chrétien, dans le fond, dans un premier temps, il y voit quoi ? Une cogestion un peu élargie. Il attaque bille en tête le communisme bureaucratique, le capitalisme bureaucratique. Il trouve que les salariés de l'entreprise doivent prendre le pouvoir. Bon, il se réclame très peu de Tito, parce que le titisme, dans les années 70, il y a longtemps, tout ça, c'est un gag. Mais voilà. Et donc, ces gens-là, dans un premier temps, Julliard, même si Julliard se réclame plutôt d'une tendance anarcho-syndicaliste, son grand livre sur les bourses du travail. Mais quand on réfléchit bien, est-ce que la CFTC était si opposée que ça, dans le fond, à une certaine tradition de liberté syndicale qu'aurait pu flirter avec un certain, j'exagère, un anarchisme chrétien, finalement? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'elle était opposée aux bourses du travail? J'en suis pas sûr. Donc, ça passe dans la CFDT, et puis après, il va y avoir le moment délirant de la CFDT, le congrès de Marseille, où là, d'un seul coup, évidemment, c'est une espèce de surenchère ultra-gauche, enfin, invraisemblable, où les types, peu à peu, qui se succèdent, bon, alors là, bon, ça devient un truc ultra-gauche total, etc. Mais dans un premier temps, je vais dire, entre 64 et, dans le fond, les années, on va dire, 73-74, au moment où mon maire commence à faire le fameux tournant, qui a créé beaucoup de problèmes, qui a l'air un tournant que nous a amené aujourd'hui, qui est absolument tragique sur le fond, mais le tournant de dire on va discuter avec Giscard. Bon, voilà. Voilà. Bon, je résume, je crois que c'est trop. S'il y a des questions, je répondrai. Ça m'amène à dire une chose, avant de passer à mon troisième point, que 64, c'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec ce que les vieux militants CFTC disaient. Il y a bien eu une espèce de complot avec Paul Vigneault. C'est pas un complot, c'est un noyautage de l'intérieur. C'est pas de ma faute s'ils ne l'ont pas vu, excusez-moi. Ils ont noyauté de l'intérieur. Vigneault avec le SGEN, je ne pense pas que Vigneault était contre le christianisme social, d'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises. Il y a aussi des grandes pointures. J'ai appris hier, je ne savais pas que Henri-Irénée Maroux, je l'ai lu pour préparer, avait été au SGEN, et donc à la CFTC d'avant, alors je ne sais pas comment je vais l'appeler, d'avant les événements de 64. Donc, après tout, d'une certaine manière, voilà, moi je crois que 64, le C, deuxième chose, le C, l'épiscopat à l'époque, ça a été dit, l'épiscopat pense que pour aller au monde, pour aller à la classe ouvrière, on disait comme ça à l'époque, ou aux masses ouvrières, il faut mettre le C de côté. Pour pas aller aux masses ouvrières, il ne faut pas dire je suis chrétien, ce qui à mon avis
une erreur stratégique totale, puisque la CFTC des années 30 le disait, elle avait des masses qui étaient avec elle. D'ailleurs, les 3/4 du temps qui n'étaient pas chrétiennes. Parce que là, tout à l'heure, je n'étais pas trop d'accord avec ce qu'il disait, c'est que le recrutement n'était pas chrétien dans les années 30. Il y avait eu au début des cathos, et après, c'est un recrutement. Il y avait, je ne sais pas combien avant la guerre, il y avait d'adhérents, autour de 150 000, 300 000. Les chiffres, on n'arrive pas à savoir, entre parenthèses. Bon. Mais il n'y avait pas que des chrétiens, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Donc, et 64, à mon avis, c'est autre chose. J'en parlerai si quelqu'un pose une question. Je dis simplement en passant, c'est un truc qui me passionne, il n'y a pas de livre là-dessus, très peu. C'est que le questionnement, ça a été dit un peu par petits rapidement, le questionnement en 64, après la guerre d'Algérie, c'est le renouveau de la gauche qui va aboutir à la FGDS de Mitterrand. C'est les clubs, le grand débat des clubs, et c'est ce qu'on appelle le socialisme démocratique. La planification démocratique. Ah, la planification démocratique. Je ne vois pas en quoi la CFTC chrétienne peut être contre, d'ailleurs. Entre parenthèses, c'est tout ce mouvement, la deuxième gauche qui va mal tourner, mais qui à l'époque est une deuxième gauche qui consiste à dire, il y a des communistes qui sont toujours staliniens, on va faire un grand mouvement démocratique, socialiste, planificateur, et avec une idée, d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il faudrait, pareil, il faudra en parler de ça, qui est que au réformisme par en haut de Gaulle, parce que ça s'est très mal passé avec les syndicalistes, De Gaulle les avait convoqués juste en arrivant. C'est une anecdote qu'on ne dit pas. Il a dit « Moi, je vais faire des réformes sociales profondes. » En même temps qu'il y avait un plan pour remettre les finances publiques, qui était plutôt libéral, entre parenthèses. Hein. Bon, ça, c'est autre chose. « Je vais vous faire des réformes, messieurs. » Et il n'y a pas eu vraiment de négociation. Ils ont été reçus à plusieurs reprises par De Gaulle, par des ministres. Je crois qu'à une certaine époque, Maurice Bokanowski, qui les a reçus. Ça a duré 20 minutes. C'était déjà le syndrome Prévillepin en 2006. Messieurs, j'ai fait une belle réforme, sortez. Bon. Donc ça a été quand même un choc. Alors qu'il y avait des réformes qui allaient sans doute dans ce sens-là. Et ils ont été sans doute très ulcérés de ne pas être associés dans le fond. Parce que De Gaulle disait, bon, voilà, donc les syndicats c'est très bien, je ne suis pas contre, etc. Mais, et d'ailleurs, il a voulu en partie les casser en 63. L'histoire de la réquisition, c'était quand même, on a des phrases de Gaulle qui disaient, je vais casser les syndicalistes. De toute façon, je fais des réformes sociales avancées. Qu'est-ce qu'ils ont dans le fond à m'emmerder, quoi. Voilà, en gros. J'exagère, mais c'est un peu ça. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'était plutôt un tournant politique dans l'histoire de la gauche française. Et c'est vrai que la CFTC, alors on parlait de Gaston Tessier tout à l'heure, et puis ensuite Jacques Tessier après, c'est vrai que eux, ils ne voulaient pas sans doute de ce tournant à gauche, même si on ne peut pas dire qu'ils étaient complètement proches de la droite. Ils ont été sans doute très proches un certain temps du MRP, mais MRP, il faut savoir, dans les années 50, les MRP, il y avait des ailes gauches, si j'ose dire, qui étaient extrêmement aussi assez radicales. Donc, je pense que c'est plutôt ça qui s'est produit. D'ailleurs, ce qui est mal connu, je vais arrêter là-dessus, c'est que la première CFDT, donc entre 64 et 68, dans le fond, ça ne se passe pas si bien que ça. Les gens qui veulent récupérer avec un C qui est liquidé, on a des statistiques, j'ai trouvé ça dans ce livre assez étonnant, on a des statistiques qui montrent que ce fameux grand centrale démocratique du travail qui va s'opposer au monopole communiste, qui d'ailleurs, qui était très bien, ça ne marche pas si bien que ça, dans le fond. C'est plutôt en 68, et surtout après 68, et bien sûr en lien ensuite avec la montée du PS, que va y avoir ce moment sebdétiste très important. Et en 68, parce qu'évidemment, ils étaient plus souples, et que Eugène Descamps et plein d'autres ont sans doute, la CFTC maintenue était trop faible à l'époque, ont tenu un discours dans le fond que la CFTC aurait pu tenir. C'est-à-dire dans le fond les revendications de 68, c'est la revendication matérielle, bien sûr, mais il y a derrière, même si ça aboutit à rien, sauf la section syndicale d'entreprise, c'est quand même pas rien, il y a quand même derrière l'idée d'autogestion, je le répète, pour moi, est une idée qui est en lien forcément avec le christianisme social. Voilà. L'entreprise, communauté de personnes, Paul VI, bon, j'en parlais tout à l'heure aussi, c'est une idée. Alors, Paul VI ne disait pas ce qu'il fallait faire, c'était pas son boulot, mais voilà, il y a des personnes dans l'entreprise. Ce sont des personnes qui sont là. Donc il faut que ça devienne une communauté, ce qu'elle n'est pas. Donc c'est quand même pas, c'est pas rien. Voilà. Donc le deuxième point, c'est le syndicat éducateur. Et évidemment, vous imaginez que le problème d'aujourd'hui, le syndicat n'est plus éducateur. Mais c'est pas la CFTC, c'est tous les syndicats. J'aimerais savoir où en sont les syndicats avec leur formation. Qu'est-ce que c'est ? À mon avis, je ne sais pas, donc quelqu'un va peut-être dire que je me trompe,
Mais à mon avis, c'est une formation technique. D'ailleurs, chez nous, c'est un peu comme ça, hein. À mon avis, c'est de la formation technique. Comment créer une section syndicale, etc. Alors qu'on a eu très longtemps une formation doctrinale. Moi, j'ai des souvenirs merveilleux, hein, émouvants. Hein. Rien d'y penser, je suis très ému. Je suis à une formation à laquelle j'ai participé, de fossoyeur. Section de fossoyeur CFTC, il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu moins. Les types voulaient qu'on leur parle de pensée sociale chrétienne. Et la fédération, ils étaient dans une fédération, je ne sais plus laquelle, ils ne voulaient pas, en disant c'est une perte de temps. Il y a eu une bagarre, où j'étais au musée de la bagarre, d'ailleurs c'était très drôle. Non, c'est pas la peine de perdre du temps à parler de ça. Et je me souviens avoir fait avec eux des textes de Laborem Exercens sur le sens du travail. Les types étaient ravis, c'était tellement ravis qu'ils en demandent une deuxième. Crise générale à cause de moi et d'eux, dans la fédération en question, et finalement la deuxième a eu lieu. Non mais c'est extraordinaire. Et c'est des gens qui n'ont pas fait l'université, hein, c'est pas ça. Et on a parlé du sens du travail chez Jean-Paul II, ils étaient absolument ravis. Donc je veux dire, on peut le faire, je ne suis pas sûr que le syndicalisme aujourd'hui le fasse, et d'ailleurs je ne suis pas sûr que les partis politiques le fassent beaucoup. J'ai appris récemment que du côté du NPA, Krivine se plaignait, dans un livre que je viens de lire pour une émission de radio, Krivine se plaignait qu'on ne pouvait plus faire de la formation. Et qu'au NPA, on ne faisait plus de formation. Parce que d'abord, ils avaient recruté un certain milieu où, évidemment, les types sont contre-fiches totalement. J'imagine quand même que les derniers publics qu'ils ont essayé de récupérer, notamment dans les banlieues, vous imaginez le type arrivant et le gars qui lui parle du programme de transition. Vous imaginez? Non, mais ça me fait rire aussi. Mais Krivine, dans ce livre en question, est interrogé. Il dit « On ne peut plus faire de formation ». Ce qui, pour lui, est un drame absolu. Je le conçois, d'ailleurs. Je le conçois. Parce que quand on a un militant qui a voué sa vie à la cause trotskiste, moi je le respecte, je ne suis pas trotskiste, je le respecte, l'idée qu'on a des loulous en face de soi qui, bien entendu, en gros, ne comprennent rien à rien, et surtout ne veulent pas bosser, alors que les autres qui ne comprenaient rien à rien bossaient. Voilà. Et moi, je me souviens, c'est une autre anecdote, avoir vu Daniel Ben Saïd à la Brèche, il y avait des salles, il faisait de la formation, et Daniel Ben Saïd, universitaire brillant, et il y en avait 3 devant lui. Ce soir, j'ai un public extraordinaire. Il y en avait 3, il faisait de la formation pour 3 gugus qui étaient là, qui, à mon avis, n'y comprenaient rien. Voilà. Non, mais je raconte ça, ça me fait rire, il faut mieux rire que pleurer. C'est-à-dire que c'est un gros problème, l'éducation. C'est un problème majeur. C'est peut-être le premier et le seul. Si on n'est pas capable de transmettre quoi que ce soit, c'est même pas la peine de discuter. Voilà. Troisième point, alors ça c'est plus grave, c'est plus embêtant, c'est moins drôle. C'est-à-dire que dans le fond, est-ce que le syndicalisme chrétien, mais je pense que les autres aussi d'ailleurs, n'a pas raté certains tournants? Et qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui? Après, on peut défiler, on en parlera peut-être s'il y a des questions, ce qu'on pourrait mettre en avant. Moi, je pense que à chaque moment, nous sommes rattrapés par l'histoire. Bon, quand je méditais, j'adorais, on reprenait toujours la phrase de Rosa Luxembourg. Ça me faisait rire. Un militant révolutionnaire, c'est celui qui écoute l'herbe pousser. Voilà. Bon, ils n'écoutent pas tellement l'herbe pousser. Parce que si vous regardez les positions des syndicats, y compris les syndicalistes chrétiens, sur les gilets jaunes, eh bien, si vous avez trouvé 3 phrases, d'abord, il n'y en a pas eu. Et deuxièmement, à chaque fois qu'ils ont dit quelque chose, c'est pour dire la CFDT, alors, l'ineffable Laurent Berger. Bon, qu'attention, il y a un danger. Populiste, il faut faire attention. Bien sûr, les hommes sont, j'allais dire, Monseigneur Laurent Berger, voilà, bon, excusez-moi, enfin bon, c'est mon côté un peu anticlérical, mais il fumait une bulle pour expliquer que maintenant, vous savez, il a fait un texte, il veut le pouvoir vivre. Le pouvoir vivre, voilà. Bon, personne ne sait ce que c'est. Le pouvoir de vivre, voilà. Alors, j'ai jamais compris ce que c'était, j'ai lu ça dans la presse. Bon, la CFTC aussi, d'ailleurs, c'est très bien. Il veut un pouvoir de vivre. Alors après, quand vous voyez des mesures qu'il veut mettre dans le pouvoir de vivre, c'est des trucs, genre les fins de mois, les minima, tout ça est très bien. On est tous d'accord. Pardon, pouvoir d'achat, oui, c'est très bien, mais je crois que quand même avec la crise des gilets jaunes, il y a le pouvoir d'achat, c'est sûr, les fins de mois, mais je crois qu'il y avait quand même aussi un petit peu autre chose. Puis alors, vous avez les gus, là, qui disent, nous, on est gilets jaunes, ils veulent coller absolument, ils y vont, c'est un échec, enfin, ils y vont quand même. Bon, trêve de plaisanterie. Pour ce qui concerne le syndicalisme chrétien, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 moments clés, je les ai vécus,
où, alors c'est toujours difficile à dire, hein. On a perdu, je crois, on n'a pas vu ce qui se passait. Il y a un moment, je crois, c'est la fin du mur de Berlin, je l'ai bien vécu, le moment de mondialisation, on pourrait en dire quelque chose, on l'a vécu tous les deux. Et peut-être d'autres moments aujourd'hui, mais les deux moments en question sont très intéressants. Moi, j'étais au congrès de Lille en 91, je crois que c'est mon premier congrès, et sur scène, il y avait des types qui jouaient, des militants qui abattaient le mur de Berlin. On l'a refait à la mutualité une fois, formidable, le totalitarisme est mort et tout. Et je crois qu'au moment où ils abattaient le mur dans la salle, il y a eu des gens qui, par des téléphones, ont appris, il n'y avait pas tellement de portables à l'époque, qu'il y avait un problème en 80, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Margaret Thatcher, mais qu'on a appris que Margaret Thatcher avait une difficulté, je ne sais plus laquelle, et il a commencé à y avoir des applaudissements qui étaient tout aussi bien pour ce qu'on savait pour Thatcher que pour le mur de Berlin. Et là, je me suis dit, il y a un truc formidable, qui est extraordinaire, qui se passe, parce que dans le fond, très bien que le mur de Berlin tombe, parfait, c'est pas la question. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord, mais dans le fond, est-ce que notre destination, une CGT très embêtée, une CFDT empêtrée dans son social-libéralisme flamboyant, ou libéralisme social, enfin très social, je sais pas, flamboyant aussi, et nous, dans le fond, et si dans le fond, on devenait la vraie opposition à ce qui se passe, c'est-à-dire l'ordre néolibéral qui se met en place, qui s'est déjà mis en place d'ailleurs, du côté des États-Unis, ou avec l'affreuse Margaret Thatcher. Bon. C'est la chanson à l'époque de, comment il s'appelle, celui qui chante Renaud de Margaret Thatcher, qui est absolument formidable. Voilà. Non, je ne parle pas. Oui, moi non plus. Mais elle était gentille sur Madame Thatcher, elle était très très méchante. Ça ne peut pas faire de mal, être méchant avec Madame Thatcher. Bon, enfin voilà, j'ai rien dit. Et donc, je dis voilà, on va pouvoir y aller. Et en plus, 1991, c'est quoi? C'était le centenaire de Rerum Novarum. Alors, on a quand même fait, parce que j'ai un peu insisté sur le centenaire, une espèce d'enquête, il y a eu une espèce de réunion à la Confédération, mais on n'a pas saisi ce moment-là du tout, qui aurait pu, comment dirais-je, nous permettre de ressortir un petit peu d'où on était, c'est-à-dire, depuis 1964, il y a eu une renaissance, incontestablement, mais ça restait, et puis c'était le départ de Jean Bornard, l'arrivée d'un autre, et à mon avis, je dis, c'était le bon moment pour dire, d'autant plus que se réaffirmait la pensée sociale chrétienne, voilà, et donc finalement, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu très très peu de choses. J'étais là, j'y ai participé, je veux dire, bon, ça, voilà, etc. Et on n'a pas rebondi là-dessus. Or, les échéances comme ça ne se présentent pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, on a raté, à mon avis, quelque chose. Il aurait fallu avoir, sans doute, plus d'hommes formés. Il aurait fallu avoir, sans doute, une conscience plus claire de l'identité. Voilà. Alors, il y a une raison à ça aussi, à mon avis, qui est un peu douloureuse, mais qu'il faut bien comprendre. C'est difficile, j'y vais sur la pointe des pieds, parce que les hommes, moi, je les respecte, surtout ceux qui ont repris la CFTC. Il y a le fait que la CFTC, après 64, c'est un fait, mais voilà, moi, j'ai pas envie de le mettre trop en avant, mais enfin, il faut quand même le dire, elle a été portée mécaniquement face à la CFDC, la CFDT qui naissait. Mécaniquement, c'est normal, dans la survie. Sans doute qu'elle s'est un peu droitisée. Moi, j'en suis absolument persuadé. Enfin, voilà. Mais voilà, bon, mais c'est pas un scandale absolu dans la vie. Hein. Mais elle sait. Et donc, tout le problème, il le racontait, tout à l'heure, il parlait de la JOC. Moi, quand je suis arrivé, la première fois où j'ai dit je vais aller voir les types de la JOC, ça a été un drame absolu. Hein. Tu n'y vas pas. Alors, en même temps, je comprenais. Les types de la JOC ne voulaient pas nous parler. Moi, évidemment, comme un imbécile heureux, je dis je vais leur parler, je n'étais pas au courant, ni tu n'y vas pas. Mais les types de la JOC allaient dans les meetings, au Parc des Princes, avec la CGT, ils tendaient le poing et chantaient à l'international. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il faut bien comprendre aussi qu'il y a une partie des épiscopats qui avaient quand même un peu abandonné la CFTC, qui ne voulaient pas se mouiller, et qui se disaient, qui continuent à se dire, surtout après 68, l'avenir des classes ira au paradis, bien sûr, comme dit le film italien, mais ça sera peut-être un paradis marxiste, les petits gars. Donc, souvenons-nous quand même c'est pas des franciscains, des dominicains, souvenez-vous, dominicains, qui avaient un journal qui s'appelait Frères du Monde. J'en ai des exemplaires chez moi. Frères du Monde, qui écrivait quand même un numéro spécial sur la Chine populaire. Et comment s'appelait son nom m'échappe là. Non, c'est le père Cardonnel. Voilà. Le père Cardonnel, Jean Cardonnel, qui revient. Et dans le fond, Mao, c'était le Christ marchant sur les eaux.
Non mais ça vous fait rire. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, c'est des millions de morts, je veux dire. Les gardes rouges, c'est des millions. Parce que les chiffres qui montent maintenant, c'est les gardes rouges, c'est des centaines de milliers de morts. Hein, j'ai fait une émission avec une journaliste indépendante du Monde sur le petit livre rouge, c'est des centaines de millions de morts. Et Cardonnel avait vu Mao comme le Christ marchant sur les eaux. D'ailleurs, il faut dire que les maoïstes français, j'en ai connu, j'avais des copains, eux aussi, la femme qui avait une tumeur qui faisait plus que la table, elle a été opérée, elle a survécu, et elle récitait la pensée Mao. Non mais je veux dire, non, je raconte ça parce que quand on ne sait pas ça, on ne peut rien comprendre dans l'ambiance de l'époque. Alors effectivement, l'Église se tenait un peu à carreau, si j'ose dire. Il y a eu Vatican II, il y avait les querelles sur la messe, oh, qu'est-ce qu'on dit, etc., etc. Et donc l'Église n'a pas non plus, elle, pris ce tournant après, etc. Jean-Paul II n'était pas en odeur de sainteté complètement. Polonais. Alors il y a le problème de la Pologne sur ce qui s'est passé pendant la guerre et après, qui est un problème douloureux, entre parenthèses, hein, sur lequel je parle. Il y avait tout un truc comme ça qui se passait, il faut quand même le dire. C'est fondamental, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé à la fin de la guerre en Pologne. Je recommande à tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe de regarder un film de Wajda, qui est inconnu, qui s'appelle Cendre et Diamant, qui raconte une espèce de guerre civile entre les groupes de résistance, qui raconte le problème notamment avec la communauté juive. Il y a plein de choses. Les communistes qui étaient là, etc. Ça a été terrible. C'est terrible. Et donc, évidemment, la Pologne, un petit côté comme ça. Et puis, il se trouve que Jean-Paul II, lui, dit qu'il faut remettre la pensée sociale chrétienne au début, au premier plan, pardon. C'est le discours de Puebla. Et le discours de Puebla, en gros, il dit, attendez, maintenant, il y a ça qui existe. Et alors, le plus terrible, le plus extraordinaire, il y a un article d'Osservatore Romano, comme on dit. Il avait donné une interview à l'époque, et il disait, en gros, bien sûr, je suis anticommuniste, mais le capitalisme, c'est pas l'idéal total à mettre en place, etc. Ce qui d'ailleurs n'a pas posé des problèmes avec l'Église polonaise et Solidarność, où il y avait différentes tendances. Et une fois, j'ai eu le malheur de vouloir faire une conférence en Pologne, on m'a dit, oh là 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 là, allez parler de la crise du capitalisme en Pologne, aujourd'hui, ils sortent du stalinisme. Oui, Jean-Paul II l'a dit, oh, c'est pas la peine d'y aller, ça ne sera pas entendu. Non mais je cite, c'est des faits réels. Hein. Donc bon, voilà. Donc ce tournant n'a pas été pris par personne, et donc dans le fond on est reparti. Deuxième tournant, c'est la mondialisation. Dans le fond, hop, l'histoire repasse les plats. C'est quand même, disons, surtout les années 2000, de plus, etc. C'est le lancement d'attaques. Bon, et là, effectivement, je me suis dit, ça y est, c'est parti. Les types manifestent à Seattle pour dire on veut une mondialisation à visage humain, voilà, qu'est-ce que c'est que cette mise en concurrence, la dignité des travailleurs. On reparle beaucoup de ce qui se passe avec les multinationales dans les pays émergents. On disait plus tiers-monde, hein, Claude Cardonnel, les pays émergents. On reparle de tout ça. Moi, j'étais absolument enthousiaste. Je me dis, c'est formidable, on commençait à reparler. Il y avait un syndicalisme chrétien international, la CMTUC, et la CLAT en Amérique latine qui marchait très bien. Et là, je cite cette expérience, elle est aussi douloureuse, je ne veux agresser personne non plus. Il y a eu l'idée de mettre en place l'assise chrétienne de la libération. Très bien. La mondialisation. Pardon ? L'assise chrétienne de la mondialisation. Oui, de la mondialisation. J'ai pas dit ça ? Libération. Non, de la mondialisation. Bon, oui, de la libération. Oui, c'est très intéressant. Lapsus freudien, de la libération des salariés, des travailleurs, du capitalisme sauvage. Voilà, d'accord. Oui, mais ça, bon, c'est un bon lapsus, voilà. Et donc là, ça a accouché d'une souris, si vous voulez. Ça a accouché d'une souris. Je pourrais raconter toutes les réunions. Ça a accouché d'une souris, y compris avec les camarades protestants, d'ailleurs. Enfin, nous, j'ai rien contre les protestants non plus. Et ça n'a pas été ce que moi je pensais que ça aurait pu être, c'est-à-dire qu'on aurait pu se saisir de cette question qui commençait à apparaître, qui est une vraie grande question. Derrière cette question, vous avez bien sûr les droits, vous avez bien sûr la question des souverainetés. Alors là, il faut bien dire que le syndicaliste, en général, sur la question de la souveraineté, alors là, il est totalement déficient. Ah oui, ça, il faut dire une chose. Bon, pour avoir fait longtemps partie d'attaque, c'était pareil. Hein. Évoquer la souveraineté nationale, c'était extrêmement compliqué. Mais dites à un syndicaliste, que je peux comprendre d'ailleurs, que vous allez... Non, le syndicaliste, il va dire, il faut mondialiser les droits sociaux. Ce que je peux comprendre aussi, entre parenthèses. Il y a une partie qui est juste, en plus.
Une partie qui est juste. Il y a la question de l'OIT, tout ça, très très bien. Mais cette question de géopolitique, cette question de souveraineté économique, ça passait notamment par la question européenne, et c'est le troisième erreur, à mon avis, mais tous les syndicats sont dedans. C'est l'erreur, c'est la question de l'Europe. Bon, alors, entendons-nous bien. Je ne vais pas demander des syndicats CFTC ou réformistes de dire nous sommes contre l'Europe. Bon, c'est impossible. Moi, je me souviens que les vieux de la CFTC, je dis ça avec beaucoup d'amitié, etc., bon, je veux dire, très légitimement, pour eux, les deux guerres, pour eux, on sort... Non mais, moi, j'adhère pas complètement à ce discours parce que je suis né après. Bon, mais je peux comprendre, hein, je peux parfaitement comprendre, je ne pose pas ça. Ce que je comprenais moins, c'est qu'on ne voit pas arriver un certain nombre de changements qu'on aurait dû dénoncer, notamment à partir des années 86, l'acte unique, on a un basculement de l'Europe qui était libéral, mais enfin avec des politiques publiques qui étaient libérales, mais quand même modérées d'une certaine manière, même si le fond est libéral. On bascule, notamment avec Jacques Delors, bon, il n'avait rien retenu de la CFTC ou de la CFDT, on bascule dans un libéralisme dur, il ne faut pas rêver, qui va amener à Maastricht. Donc là, les syndicalistes, sur cette question-là, sont restés dans une très grande faiblesse. Très grande faiblesse. Je n'arrive pas à comprendre, personnellement. Une faiblesse, c'est la question de l'Europe sociale. Bon, je raconterai aussi dans un bouquin comment on négociait l'Europe sociale, pratiquement près des toilettes au ministère des Affaires étrangères, bon, parce qu'il y a des petites salles. Nuit, enfin bon, avec madame la maire de Lille, là, madame Aubry, qui nous dit vous pouvez négocier le protocole de Val-du-Suez. Enfin, bon, là, bon, bref. Et les syndicalistes ont dit bah oui, on va faire l'Europe sociale. Bon, je veux dire, l'Europe sociale, c'est une arlésienne. Il n'y a pas eu grand-chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça a été le troisième point de rupture, mais qui, à mon avis, tous les syndicats, moi j'ai vu la CGT se transformer radicalement d'une vision stalinienne nationaliste, si j'ose dire. Enfin, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais oui, nationaliste stalinienne. Bon, à mon avis, sur le fond, ils n'y croyaient pas trop, mais une ligne comme ça, extrêmement violente, presque un peu par moments insensée, ils sont devenus d'un seul coup, ils sont rentrés à la CES, et ils sont devenus, alors là, c'était extraordinaire, ils sont devenus eurocompatibles d'une façon totale, ils se sont coulés là-dedans, et alors depuis maintenant qu'il n'y a plus qu'une seule centrale internationale, alors là, vous avez un jour un CGTiste, vous avez un jour un CFDTiste, et le syndicalisme chrétien a quasiment disparu au plan international. Il y a bien sûr en Europe des trucs, des choses qui se passent. Voilà, on a un de nos dirigeants qui est très actif là-dessus et qui est là, qui était encore ces jours derniers. Bon, ok, mais on a perdu ce point de fixation, et notamment le point de fixation qui était du côté de l'Amérique latine. Moi, je pense que la question de l'Amérique latine est une question absolument centrale, parce que ce que les vieux syndicalistes chrétiens disaient, et pour moi c'est fondamental, c'est que, évidemment, face aux Américains, promoteurs quand même du néolibéralisme dans le monde, quand même, eh bien eux, ils étaient un point d'appui pour un autre syndicalisme. Et ça, c'est vrai que, bon, pour les avoir très bien connus, aujourd'hui, ça nous manque, je ne sais plus où ils en sont, très franchement, je ne sais plus où ils en sont, avec d'ailleurs des tensions avec la CFTC dans laquelle j'étais, puisqu'ils étaient sur une ligne très altermondialiste, et qui, évidemment, passait assez mal auprès de certains de nos dirigeants, mais on a le droit d'avoir des différences, c'est pas scandaleux. Donc voilà, ces trois points, à mon avis, comment dirais-je, d'incapacité, mais encore une fois, moi je l'ai ressenti comme ça, d'incapacité de comprendre un certain nombre de tournants historiques, et j'aimerais pas, je vais terminer là-dessus, qu'on soit dans la capacité de prendre un autre tournant qui se précise, et qui me paraît très important, parce que je travaille beaucoup là-dessus, ça me fascine, ça me passionne, et ça me fait peur, qui est le fait de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ce que le pape appelle dans Laudato Si, le paradigme de la technoscience. On pourrait dire la technolibéralisme, d'ailleurs, si on veut, c'est pareil. Et ça, je dois dire, bon, quand on voit le débat sur la loi bioéthique actuelle, alors je ne sais pas quel texte définitif, mais ça a été voté, je crois, la nuit dernière, je vais vérifier, il faudrait voir, je ne sais pas le texte définitif. Alors, on a beaucoup parlé de la PMA, de la GPA, parce que c'est un sujet central, je suis d'accord, mais alors, il y a tout le reste, hein. Il y a sur l'euthanasie, il y a les cellules souches, il y a toute une série de choses. C'est un texte très large, et effectivement, bon, il y a eu de fortes tensions dans la majorité présidentielle
pour aller beaucoup plus loin. Moi, j'ai entendu un certain nombre un professeur, je crois que c'est le professeur Touraine, qui est de l'AREM, qui, lui, voulait carrément qu'on passe à une GPA éthique. Alors, je vais terminer là-dessus, parce que le coût de la GPA éthique, ça me laisse dans un abîme de perplexité, j'ai pas envie de rire, mais c'est la prochaine étape. Ils vont pas faire la GPA. Bon, évidemment, ils sont pas idiots. Ils disent, attendez, Philippe Arondel, on a fait une circulaire sur les enfants qui sont nés à l'extérieur, ils vont être français. Mais attendez, c'est une circulaire. Mais nous, on est contre. Voilà, évidemment. Sauf que, comme tous les gens y vont et qui reviennent, bon, évidemment, ça revient à l'idée d'eux. Et effectivement, je comprends bien, d'une certaine manière, on ne va pas se battre sur la question des enfants. Je veux bien comprendre, je ne veux pas entamer ce débat, bon, peu importe. Voilà, je peux le comprendre, effectivement. Mais voilà la technique, et la prochaine, ça sera de dire, mais attendez quand même, ça coûte cher. La prochaine étape, je vous l'ai dit tout de suite, vous allez la voir dans les journaux, ça coûte cher, il n'y a que les couples qui ont de l'argent qui peuvent le faire. Alors, si on intervenait pour que tout le monde puisse le faire, parce que chacun sait que quand tout le monde peut le faire, ça devient éthique. C'est comme les socialistes transhumanistes. Vous savez, l'homme augmenté, ça coûte très cher aux États-Unis actuellement. Ça coûte des 10, très très cher, il y a des chiffres qui circulent. Mais si on faisait un socialiste transhumanisme, et si on pouvait aider par certaines formules, chacun d'entre nous, à s'augmenter. La bonne vie sécu, peut-être, pourrait, dans certains cas qu'on va répertorier, etc. Ne riez pas. Il y a certains sites qui parlent de socialisme transhumaniste ou de transhumaniste socialiste. Bon, donc le prochain combat, c'est pas un combat bêtement, comment dirais-je, c'était mieux avant, on ne bouge pas, c'est pas ça le problème. C'est un combat quand même pour déterminer un certain nombre de limites, de frontières. Et je pense que le syndicalisme chrétien devrait, à tout le moins, essayer de dire quelque chose, d'autant plus que derrière, il y a aussi un problème d'emploi, entre parenthèses. Il y a aussi un problème d'emploi qui va se préciser, parce qu'ils ont beau nous dire que l'intelligence artificielle ne va pas supprimer l'emploi, bon, ça c'est un discours que j'adore, qu'on tient depuis des dizaines d'années, il y en aura, forcément. Donc, ça va jouer d'ailleurs sur l'emploi, parce que, entre nous soit dit, regardez les votations populaires en Suisse, c'était il y a 3-4 ans, il y avait une votation, je ne sais plus sur quoi, sur un grand laboratoire qui devait travailler, je ne sais plus sur quelle molécule. On a fait voter les gens. Et on leur a dit, attention, si vous ne le faites pas, on va perdre des emplois, ils vont aller ailleurs. Eh bien, ils ont voté oui. Donc, la question de l'emploi, va falloir qu'on lie les deux questions. Qu'on pose à la fois la question bioéthique, environnementale et sociale, ensemble, qu'on les noue ensemble. Le pape était récemment à Madagascar, et il a dit au chef d'État malgache, il lui a dit que, bien entendu, il fallait lier les questions, et que c'était très bien, il n'a pas dit ça comme ça, moi je dis ça comme ça, c'est bien l'ours cannelle, c'est très intéressant de soutenir l'ours cannelle, ou les bonnes araignées qui font ceci ou cela. Vous savez, Extinction Rébellion, ils ont des filles à Paris, rendez-nous les vers, VERS. Les vers de terre. Les vers de terre, bien entendu. Rendez-nous les vers. Bon, bah, moi je veux bien, on s'amuse comme on veut. Hein. Bon, mais en même temps, il y a des hommes dans les entreprises, parce qu'on oublie que les entreprises, c'est Vezo, on oublie Tchernobyl avant, on oublie le fait qu'aujourd'hui, il y a un management absolument mortifère. Et nous ne pouvons pas séparer, comme certains veulent le faire, ils veulent jouer la question écologique contre la question sociale. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je crois que c'est la prochaine frontière qu'il faut mettre en œuvre, parce que vous savez, ça me fait penser comme le débat aujourd'hui, droite-gauche. Vous avez la droite qui dit nous sommes contre les GPA, c'est absolument affreux, etc. Oui, mais nous sommes pour le libre marché. Ça, c'est le filloniste. Et puis, crac, les élections européennes, ils votent tous pour Macron. Ah, ils ont oublié complètement. Puis la gauche qui dit c'est épouvantable, et le capitalisme et tout. Ah, mais la PMA, c'est une libération des gens. Eh bien, ça me rappelle la phrase de José Ortega y Gasset, je ne sais plus dans quel texte c'est, il disait cette phrase, quand j'étais adolescent, j'adorais ça. Être de droite ou de gauche, c'est deux façons d'être hémiplégique. Et je trouve que c'est une très belle phrase de Gasset. Je ne sais pas s'il est dans la révolte des masses ou ailleurs. Je vais terminer là-dessus. Et effectivement, il faut que le syndicalisme, en général, mais chrétien surtout, il ne soit pas hémiplégique et qu'il sache lier les véritables débats d'aujourd'hui. Merci Philippe. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas regardé l'heure. Quelques questions. On a peu de temps. Oui, voilà. 10 minutes. Ah non, je peux avancer un peu. Je passe la parole aux uns et aux autres, que les questions soient brèves. Oui, et réponses. Et les réponses aussi, Philippe. Mais pas oui ou non. Hein. Non.
Alors, j'ai convaincu tout le monde. J'ai convaincu tout le monde, c'est bien. Bon. Quand même. Oui. Merci pour votre exposé. Oui. Je me permettais, puisque nous sommes dans les locaux de l'Action royaliste, oui. de citer Bernanos, qui est un maître, je pense, oui. pour un certain nombre d'entre nous. Oui. Et justement, vous avez cité Albert de Mun, ouais. dont tu parles, le légitimisme social quand même, qui est aux sources. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine radicalité, justement, que vous avez perdue quand on lit Bernanos, la France contre les robots, est-ce que le fait de... Non, mais... Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'à un moment, si on supprime le C de chrétien, est-ce que... Oui, mais non, mais moi je suis peu regardé le C, de toute façon, la question ne se pose pas. Mais il n'y a plus de... Mais ce que j'ai dit, c'est... On va revenir à une certaine forme de radicalité, justement, que Bernanos ou d'autres ont pu porter. Moi, ça n'empêche rien, le C, au contraire, je dirais que si on l'explique bien, c'est... Moi, je suis de ceux qui pensent que, vous savez, depuis les pères de l'Église... on a eu des discours des chrétiens. Parfois, d'ailleurs, l'Église a dû les modérer un peu, parce que, comme ils avaient lu dans un livre, il y avait des fous furieux partout, et il fallait bien qu'un certain nombre de gens viennent pour dire faites attention à ce que vous dites. Bon, c'est depuis le début, franchement, sur la propriété, sur l'argent, sur le pouvoir politique. C'est plus la bourgeoisie, finalement. Oui, mais avant, on ne disait pas bourgeoisie, mais bon... les dominants, enfin, je sais pas quoi. Bon, donc il y a toujours eu. Bon, alors, je n'ai pas parlé tout à l'heure de la lutte des classes, parce que dans le film, c'est à plusieurs reprises expliqué. Je peux dire très rapide. Moi, je pense que c'est un débat. C'est vrai que la CFTC s'est opposée à la lutte des classes, mais le problème, qu'est-ce qu'on entend par lutte des classes? Bon, c'est pas un mot qui me choque en soi, mais là, le marxisme, c'est-à-dire la lutte des classes, c'est l'histoire du monde. Depuis la première phrase du manifeste. Depuis le début, etc., ça a toujours deux classes qui se sont affrontées. Cette vision, si vous voulez, complètement, que je trouve quand même totalement manichéenne, parce que c'est plus compliqué que ça, et puis surtout, bon voilà, là où le marxisme, à mon avis, les serfs et les seigneurs, c'est pas les grandes propriétés romaines et les esclaves, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas les mêmes systèmes politiques, c'est pas les systèmes politico-juridiques. Il y a beaucoup de choses à dire sur le droit notamment, sur le droit notamment féodal, ça n'a rien à voir. Par contre, conflictualité radicale, sociale radicale, oui. Si on appelle ça une classe, oui. Bien entendu, ça continue encore aujourd'hui. Vous connaissez la boutade du fameux spéculateur américain, vous le connaissez tous, qui disait il y a quelques années, comment il s'appelle, Warren Buffett, qui disait la mondialisation, la lutte des classes existe, nous, les riches, nous sommes en train de la gagner. Donc, et Warren Buffett, c'est le spéculateur en chef qui dit aujourd'hui. Non, mais c'est une phrase qui est intéressante. Voilà. Philippe, on peut rappeler le propos de Berneras. En 1996, Berneras était le dernier survivant du congrès fondateur de la CFTC. C'est vrai. Et il dit il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on se battait pour la gloire de Dieu et de la classe ouvrière. Oui, alors, moi j'aurais une petite nuance là-dessus. C'est-à-dire que, bon, il y a des gens qui se sont battus chrétiens pour la. Est-ce que c'était la gloire de Dieu? Enfin, mais je comprends. Je me souviens, je l'ai entendu dans un congrès, c'est très émouvant. Maintenant, je dirais que c'est peut-être là où il faut peut-être l'adapter. Parce que je vois mal quelqu'un arriver, la gloire de Dieu, c'est compliqué, la classe ouvrière aujourd'hui. Bon, non, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est une phrase qui est très juste. Pourquoi ils n'étaient pas complètement opposés à cette notion de classe? Mais absolument, absolument. Voilà, ça que tu voulais dire, d'accord, je suis d'accord. Peut-être pour rebondir, comme on dit dans les colloques, sur la question de la camarade. Rebondissez. Je te l'ai souvent dit, vous avez également manqué la pensée de Pérou. Oui. Que Bernanos. Avec Pérou, François Pérou, ses livres sont dans la bibliothèque. Tout à fait. François Pérou se définissait comme catholique faisant de l'économie. Oui. Pas économiste catholique, il récusait tout cela, absolument. Mais il affirmait très clairement son catholicisme et il avait développé une économie avec des mathématiques, il avait un institut de recherche et sa pensée était une pensée très sociale, assez révolutionnaire. Les mots d'ordre de Pérou, c'est nourrir les hommes, soigner les hommes, libérer les esclaves. Oui, tout à fait. Voilà. Mais je suis d'accord. Le père Lebret, qui est un des alors, le père Lebret, absolument. de Populorum Progressio, tout à fait.
C'est des sources chez Et François Pérou. alors, justement, ça c'est un peu le passé, mais il y a quelqu'un qu'il faudrait ne pas manquer quand on est à la CFTC, c'est Gaël Giraud. Oui, tout à fait. Parce que justement, Gaël Giraud, qui viendra un jour ici, hein, il n'est pas encore venu, mais on a présenté un ou deux de ses livres. Gaël Giraud est jésuite. Il est en ce moment en retraite, c'est pour ça qu'il ne peut pas venir à la NAR. Il va soutenir sa thèse en mai prochain, qui sera un très très grand moment. Et sa thèse, c'est Théologie politique de l'Anthropocène. Oui, et Gaël Giraud est économiste de métier, il est mathématicien, il a travaillé dans les banques à faire les programmes d'enfer qui vont un jour pas nous remplacer, mais provoquer une crise épouvantable. Donc il connaît très très bien la technique, le monde tel que nous le vivons, nous le supportons, et en même temps il a une véritable pensée aussi bien sur la propriété, je l'ai entendu sur ce sujet il n'y a pas longtemps, que sur la sortie nécessaire de l'euro, etc. Il y a une très très grande, et que sur l'écologie, il y a une très très grande cohérence chez lui. Il y a vraiment... non, 30 secondes là, simplement, rapidement. Sur ça, sur l'histoire de Pérou, c'est que la CFTC, il y a eu des débats très intenses sur ce qu'on appelle le planisme dans les années 30. Il y a un grand débat d'ailleurs qui touche la gauche, la droite, certains patrons qui se crisent. Enfin bon, il y a une chose passionnante dans les années 30, ou les non-conformistes, comme on disait, et aussi la CGT, hein, ce qu'on appelle le planisme. Et là, il y a eu un début avec leur fameux plan de 36, bien sûr, mais il y avait tout un débat sur une économie dirigée, on va dire ça comme ça. Et qui, c'est vrai, n'a pas abouti, il y a eu la guerre, ça n'a pas abouti, mais quand même, il faut bien dire que la CFTC a été très bien dans le Conseil national de résistance et à la Libération, parce que quelque part, on a retrouvé, au travers du Conseil de résistance, une partie de ces démarches planistes ou néoplanistes. Voilà, enfin, même si certains planistes se sont égarés du côté de Vichy, entre parenthèses. Hein, parce que le planisme est une notion... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, la vérité... Aujourd'hui, on ne n'était pas planiste avant la guerre, il était corporatiste. Oui, alors, il y a plusieurs corporatismes aussi. Mais là, je suis d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué. C'est très compliqué. Après, voilà, c'est ça. Bon. Voilà. Mais c'est vrai que la CFTC a eu beaucoup de mal à s'intégrer dans ce débat avant-guerre et après, bon, voilà. Oui. Oui, Patrice. Vas-y. Non, je disais, la CFTC soutient la participation gaullienne au moment du référendum de 69. Bien sûr. Bien sûr que oui, mais ça ne pose pas de problème. Non, mais ce que j'appelle le planisme, c'est quand même le plan. C'était quand même, on retrouve ça avec la planification démocratique sous une autre forme d'ailleurs, c'est quand même les acteurs qui quand même commencent à mettre en œuvre une démocratie citoyenne partout dans l'entreprise, etc. C'est tout ce courant-là. Et c'est vrai que 64 l'a empêché d'être partie prenante dans ce débat-là, qui à mon avis est quand même un débat sur le fond assez juste. Enfin voilà quoi. Oui. Vas-y. Oui, la bioéthique, c'est tout à fait dans l'air du temps, les questions sociales quand même aussi. Les technosciences aussi. Donc premier problème en effet, les articuler. Ça c'est vrai, comme le dit le pape. Oui. Mais je pense qu'il y a un quatrième élément qui lui n'est pas du tout dans l'air du temps et qui fait de l'ombre, qui fait que là ça va gripper à mon avis. Oui. Qui est quand même dans le discours du pape un petit peu, mais qu'on peut retrouver ailleurs, mais qui est la question du rôle de l'État. Ah oui, bien sûr. Oui, et mais là, ça c'est dérangeant. Ça, c'est l'aspect dérangeant dans l'atmosphère globale, mondialisante, que ce soit tous ces thèmes qu'il faut articuler. Là, ça dérange, par contre. Le rôle du politique... Oui, moi ça me paraît évident, j'en ai pas parlé, mais ça me paraît tellement évident. C'est quand même au cœur de la doctrine sociale de l'Église, de la pensée sociale chrétienne. C'est quand même l'histoire de l'État et du bien commun. Mais là aussi c'est pareil, beaucoup de frilosité. Alors dans mon bouquin, j'ai parlé à la fin d'une querelle dans le monde, je vais y aller assez vite, mais elle est géniale. Je donnerai les références à ceux que ça intéresse. J'étais en train d'écrire la fin du livre, et il y a une querelle comme le monde les adore, une querelle germano-pratine magnifique, où il y avait un groupe de gens qui ont demandé qu'on inscrive dans la Constitution, c'est un rapport avec l'État, le bien commun.
Moi, j'avoue que je ne suis pas pour tout constitutionnaliser, je le dis franchement, parce que si on charge des constitutions de tout, de toute façon, ils disent, on pourrait mettre, ce qui d'ailleurs était un peu sur le fond bizarre, parce qu'ils disaient, dans certains cas, la propriété. On a dans notre constitution de quoi dire que la propriété est limitée, dans certains cas, si on veut. Je pense que le préambule de 46, s'il était, j'insiste pas, on a de quoi faire. Bon, c'était assez anodin, innocent, il y avait des gens de l'économie solidaire, bon, je les connais presque tous, c'était très sympathique, mais franchement, 3 jours plus tard dans Le Monde, réponse, j'ai cité d'ailleurs une phrase de la réponse, mais attention, vous vous rendez compte ce qui va se passer, on ne sait pas ce que c'est que le bien commun, d'ailleurs tout État totalitaire met toujours le bien commun en avant, on commence par Robespierre en 1793 et on aboutit au goulag. En gros. Surtout. Et dedans, on retrouve des gens bizarres. J'ai noté Luc Ferry, mais ça, bon, d'accord. Et surtout Michel Onfray. J'ai pas compris. Vous me direz que Michel Onfray. Bon, je préfère ne rien dire, je ne dirai rien. Un ange passe, beaucoup d'anges. Et les types expliquant quand même que le fait de nommer le bien commun, c'était déjà la marche en avant au totalitarisme. Deuxième exemple, Pierre Gattaz. Vous savez, la loi Pacte, l'article 1833, qu'on réécrit, on ajoute simplement, et on s'intéressera aux questions sociales et environnementales. Bon, qui à mon avis, on peut l'ajouter et l'écrire, il ne se passera rien. Il ne faut pas rêver. Le rapport Notat-Sénard, c'est très très gentil, c'est mignon comme tout. Moi, je suis pour, en plus, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est pas les thèses de Friedman dans l'entreprise sur les actionnaires, c'est pas les miennes. Immédiatement, Gattaz explique que ça va être un nœud de débat juridique, il va y avoir des procès partout, et que surtout, sa tension... on a quand même aussi dans la société, encore aujourd'hui, quand même, un patronat, il faut bien le dire, qui dans le fond, dès qu'on évoque simplement à la marge quelque chose, monte au plafond. Donc, je veux dire, c'est quand même un problème. Donc, tu as raison, le politique, mais là aussi, il faut peut-être qu'on réfléchisse un peu à quelle politique aujourd'hui, comment, voilà. Parce que je vois bien ce qui se passe dans les polémiques, c'est extraordinaire. Moi, j'adore, c'est l'état de nous. J'adore la polémique des libéraux sur l'état de nous. Vous avez même pris du berceau à la mort l'état de nous. Dans certains cas, l'état de nous, vous et moi, on aimerait bien qu'il soit là. C'est incroyable, quoi. Voilà. Alors, un dernier point, on s'arrête, il y a un autre thème aussi, c'est la protection sociale à la française de la libération. Ça, il faudrait faire une conférence, parce que aujourd'hui, il est en train de se passer quelque chose qui me semble monstrueux, c'est-à-dire par les baisses de charges. Vous savez qu'il y a un scandale actuellement avec la Sécu, tous les syndicats sont montés au créneau. Maintenant, ils ne compensent plus certaines baisses de charges. Alors, il y a 15 jours, la Sécu était... il n'y a plus de trou, ça allait très bien, et depuis, il y a un trou. Parce qu'il y a 4,5 à 5 milliards qui ont disparu, qui ne sont plus compensés, selon la loi Veil de 1994, qui partent pour ailleurs. Alors Darmanin a eu cette phrase extraordinaire, mais tout ça c'est la même chose pour les gens. C'est fabuleux, ça circule, tout ça c'est la même chose. Et le problème c'est que, évidemment, ils vont le prendre ailleurs, bien entendu. Et la fin, on n'en est pas là, mais la baisse des cotisations, plus le fait qu'il y a de plus en plus de fiscalisation, plus le fait qu'on vient de facto d'étatiser l'UNEDIC d'une certaine manière, eh bien, ça va provoquer une extinction d'une certaine vision de la protection sociale à la française, qui va vers un filet de sécurité minimale, ça me paraît évident. Et moi, je me souviens d'un très bel article de Marc Blondel. Marc Blondel, je n'étais pas dans son syndicat en 1995, dans une super revue, très, que je lis régulièrement, vraiment, une super revue juridique qui s'appelle Droit social, et Marc Blondel s'était fendu d'un article que je trouvais très juste, sur les lois Juppé. On étatise pour en fait libéraliser après. Ben oui, non, mais ça me paraît évident, évidemment. Il y a un étatisme libéral, je sais très bien que c'est un oxymore, c'est bon, tout ce que vous voulez, une contradiction, mais c'est vrai. Et effectivement, aujourd'hui, on voit bien ce qui va nous arriver avec la réforme des retraites et la gouvernance du point. Alors là, ça va être un chef-d'œuvre, la gouvernance du point, ça va être un chef-d'œuvre. Non, mais c'est important. Et ça, je pense qu'aussi le syndicalisme chrétien qui a été partie prenante de ça à la libération ferait bien de se bagarrer là-dessus, parce que c'était un système, en effet, de cogestion avec les partenaires sociaux. Voilà. Ça, c'est typiquement aussi quelque chose qu'on doit défendre. Voilà, les autres aussi, d'ailleurs, mais les autres aussi se disent, dans le fond, oui, bon, pourquoi pas, on verra, etc. J'arrête là. Voilà. Merci, Philippe, merci beaucoup.